Bonsoir, bonsoir tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Salut Robo Sensei, encore merci pour les conseils que tu m'as donnés sur Twitter hier. Écoute, du coup, je réfléchis parce que t'es pas le seul à me dire que l'investissement serait peut-être décevant et du coup, je suis en train de me dire que je vais devoir peut-être attendre d'être vraiment installée avant de pouvoir jouer avec d'autres streameuses et d'investir dans un PC fixe. Je sais pas, la réflexion continue. Mais en tout cas, merci. Salut Chloé, avec ton beau badge. Salut Azazel. Ilner, bonsoir, Mister HS, Bates Channel, bon mais il y a tout le monde, Chisu Sama, merci, Nexus Price, bienvenue,
c'est la première fois que tu interviens sur ce chat. Bonsoir. Fincher, bien sûr. Oui, vous m'entendez, parfait. Ainsi que Ty Sider et Randy Beeman. Mais tout le monde est là, incroyable. Kaminski. Trop fière de ce match, Chloé. Mais écoute, ça fait plaisir. Moi aussi, je suis assez fière de ce à quoi il ressemble. Écoutez, donc on est sur les streams ciné de la semaine. J'annonce déjà que je réfléchis aux streams ciné de la semaine prochaine, qui pourrait être une critique live des Cartes du Mal. Les Cartes du Mal, c'est un film d'horreur. Alors je peux vous dire tout de suite parce que ma critique est sortie sur écran large et j'en ai parlé à la radio tout à l'heure sur RTS. C'est un film que je trouve catastrophique. Et en même temps, je me dis que les raisons pour lesquelles je le trouve mauvais, enfin, ça me déplairait pas de les développer parce que je trouve ça assez intéressant d'en discuter, etc. En même temps, voilà, donc comme Kaminski, les personnes qui ont déjà lu ma critique, ce serait peut-être répétitif de faire un live dessus. Et en même temps, ça permettrait d'en discuter avec vous, de développer plus certains aspects. Donc je me pose la question, en même temps, voilà, comme d'hab, ça veut dire que si vous voulez pas vous faire spoiler, il faut aller voir le film, et que je vous le dis tout de suite qu'il est nul. Et en même temps, du coup, je me pose la question vraiment de faire tout un stream, tout un live sur un film pour dire qu'il est nul, je suis pas sûre non plus, parce que voilà, même si c'est intéressant de rentrer dans les détails de pourquoi c'est nul, voilà, est-ce que vraiment ça nous apporte énormément? Je ne sais pas. Hello. Coucou les why. Merci de passer par ici. Écoute, aujourd'hui, petite conférence, entre guillemets, soit plutôt une réflexion sous forme de discussion menée avec vous. Salut MyFace, c'est la conférence que j'ai donnée aux Frames. Au Frames Festival auquel j'ai participé là il y a quelques semaines, parce que j'ai eu l'occasion, donc j'ai eu la chance d'intervenir sur une scène pour mener une réflexion de mon choix. Et j'ai décidé donc que ce serait cette réflexion, la question de pourquoi la plupart du temps dans les films d'horreur, les menaces masculines, les menaces tangibles sont masculines, donc c'est-à-dire les menaces réelles, les tueurs en série, etc., sont plutôt masculines, et les menaces surnaturelles, tout ce qui est à base de fantômes et de sorcières, sont féminines. Il y a plein de raisons pour expliquer ça. Vous allez me dire aussi, tout simplement, qu'il y a plein de contre-exemples aussi. C'est vrai, bien sûr. Il y a plein de films dans lesquels les menaces spectrales sont des hommes, sont essentiellement masculines, sont intrinsèquement masculines, et c'est important dans le récit, etc. Comme j'ai une vidéo sur Fantôme contre Fantôme qui sort ces jours-ci sur la chaîne d'écran large, voilà, je peux le dire, ça sort dans quelques jours. C'est clair, c'est carrément le cas de ce film, par exemple. Et évidemment qu'il y a aussi des films où les serial killers, les serial killeuses sont des femmes, tout simplement. Donc je suis pas du tout en train de dire que c'est toujours le cas, absolument pas. Mais je pense que c'est une tendance générale. Je vais vous expliquer un peu pourquoi j'estime que c'est une tendance générale. Et évidemment qu'il y aurait plein de contre-exemples et que je ne prétends pas détenir la vérité, et que je vais m'appuyer sur un certain corpus de films, mais que vous pouvez l'alimenter, que c'est pas une vérité générale, et surtout que j'ai pas de réponse définitive à ça, parce que c'est un sujet sur lequel j'essaie de réfléchir depuis longtemps, et sur lequel je vais continuer à réfléchir un certain temps, parce que j'aimerais faire différentes choses autour de cette question, et donc c'est pas forcément, là je vais pas poser une réflexion définitive, fermée, etc. hein. Donc je suis pas en train de vous écrire une thèse, voilà, le but c'est de vous faire part de ma réflexion et l'enrichir avec vous. Ah, Chloé, tu aimes beaucoup Fantôme contre Fantôme, écoute, ça fait plaisir, j'espère que tu regarderas ma vidéo sur écran large, parce que j'espère beaucoup qu'elle va marcher. Malheureusement, sur la chaîne d'écran large, on a observé que les films d'horreur, ça n'attirait pas de public, évidemment, je suis la première à en être triste. Donc là, ils m'ont quand même laissé faire la vidéo sur Fantôme contre Fantôme, parce qu'il y a plein de choses à faire, même avec une ligne édito plus écran largesque. Mais j'espère qu'elle va pas trop se planter, du coup, voilà. Salut, c'est Yana... Pardon, tu m'avais dit que c'était Yana Mat que ça se prononçait, je crois. J'espère que c'est pas l'inverse, que c'était pas Yanama. Alors Birdseye, le Suspiria 2018, je l'ai pas vu, j'ai vu que le vieux. Donc je sais pas si c'est la même chose. Auquel cas ça reste une menace. C'est vrai qu'il y a un peu des deux, je dirais plutôt surnaturel, mais un peu des deux. Ah, c'est gentil Chloé de regarder les vidéos d'écran large, merci. Bref. Voilà, donc je vais vous commencer par une petite anecdote, une micro-anecdote de rien du tout, pour vous dire un petit peu à quel moment est-ce que j'ai voulu... Yanamat, ok. Comment est-ce que j'ai voulu... pourquoi est-ce que j'ai voulu mener cette réflexion, et pourquoi est-ce que ça m'est paru comme un peu évident que malgré un certain nombre de contre-exemples, les menaces tangibles de films d'horreur soient essentiellement masculines et les menaces surnaturelles féminines. Donc la petite histoire s'est passée il y a plusieurs années, lors d'un Halloween tout simplement. J'étais avec des amis,
des amis qui habitaient à côté d'un bois. Et attends, excusez-moi, je vois une petite question, un film d'horreur à me conseiller. J'ai 15 ans et je ne regarde que Conjuring. Bah Conjuring c'est déjà pas, c'est bien, c'est pas, tu dis que Conjuring, alors évidemment il y a plein d'autres choses à découvrir et je t'enjoins à le faire, mais c'est pas nul en termes d'horreur, enfin moi en tout cas j'aime beaucoup le premier Conjuring. Voilà, alors voilà, je laisse le chat, bah écoute sinon, tu sais quoi, si tu regardes le live, t'auras plein d'exemples de films, en fonction de ce qu'on dit et tout, ça pourra t'intéresser, tu pourras trouver des conseils, et sinon voilà, je laisse le chat te conseiller d'autres choses, éventuellement. Et sinon n'hésite pas aussi à aller regarder sur ma chaîne YouTube, Demoiselle d'horreur, les films sur lesquels j'ai livré des analyses, en général, je les trouve plutôt, enfin de pas mal à géniaux, donc voilà. Bref, je reprends un peu ma petite histoire. Donc, c'était un Halloween, il y a plusieurs années, chez des amis qui vivaient près d'un bois. Amène donné, évidemment, nous sommes allés nous promener dans le bois le soir, tard. Parce que c'était Halloween, vous comprenez, donc voilà. On s'éclairait à la lumière de nos portables, on se faisait peur, ouais, c'était un petit peu spooky, machin. Et à un moment donné, on arrive devant une grande allée qui s'enfonce dans les arbres comme ça. Et bref, et à un moment donné, on se dit, on s'arrête, on trouve que cette vision est à la fois belle et un peu flippante. Et on se dit, là on a le réflexe un peu de tous les trois de se dire la même chose. On se dit, imagine au bout du chemin, si tu vois un mec se tenir avec une tronçonneuse ou un truc comme ça, juste te regarder comme ça. Ou alors, imagine au bout du chemin, tu vois une meuf toute blanche avec une grande robe et des longs cheveux et ce genre de choses. Et je me suis dit, c'est ouf parce que là, on décrit très clairement une situation. Qu'est-ce que tu fais si tu te retrouves face à un serial killer et qu'est-ce que tu fais si tu te retrouves face à un fantôme. Et je me suis dit, c'est marrant comme on a le réflexe de genrer la menace. Alors, on est un peu obligé de la genrer parce que malheureusement, la langue française oblige à genrer un peu tout ce dont on parle. Mais pourquoi est-ce qu'on a ce réflexe, tous les trois qu'on était, à partir du principe que si c'était un serial killer, ce serait un homme, et si c'était un fantôme, ce serait une femme. Pourquoi est-ce que c'est les images les plus terrifiantes qui nous viennent à l'esprit? Pourquoi est-ce que c'est ces genres-là qui s'appliquent? Donc je me suis posé la question, je pense qu'il y a plein de raisons à ça, mais voilà, je pense que c'est intéressant de développer. Alors, voici. Donc, je vous ressors tout simplement le petit PowerPoint que j'avais fait pour la conférence de Frames. Alors que je prenne, voilà, ma petite problématique. Alors justement, c'est marrant parce que vous en parlez dans le chat, mais voilà, mon illustration, c'était mon illustration de base, c'était Les Autres de Amenabar avec Nicole Kidman, parce que c'est vraiment l'un de mes films d'horreur préférés, que je trouve absolument incroyable. Bref, Madame Soleil, voilà. Donc on va faire en trois parties avec trois petites sous-parties, voilà, certaines plus ou moins développées, ça dépendra de à quel point on fait des digressions sur les unes et les autres. Dans un premier lieu, je pense qu'il faut vraiment s'attarder à des choses pré-cinéma, on va dire pré-histoire du cinéma, pour comprendre un peu pourquoi est-ce que ces deux conceptions extrêmement clichés et classiques se sont forgées. Donc, quand je dis les racines, c'est pour ça que je veux reprendre un peu les choses au début, parce que au début, le cinéma, bien sûr, a essentiellement été fait, produit et vu par des hommes. Alors bien sûr qu'il y a des contre-exemples, il y a Lise Guy et tout, on est d'accord, bien sûr qu'il ne faut pas effacer les femmes de l'histoire, et donc de l'histoire aussi du cinéma comme elles l'ont trop longtemps été, mais toujours est-il que, au moment où le cinéma commence à produire des thunes et à devenir quelque chose d'intéressant d'un point de vue business, évidemment qu'il est essentiellement géré par les hommes et que l'essentiel des représentations se font sous l'impulsion des hommes. Non, on n'abordera pas Fast and Furious dans la troisième partie, dans aucune partie d'ailleurs, mais bien tenté. Je pensais même pas prononcer le titre de Fast and Furious dans ce live, donc écoute, bien joué, Dice-Sider. À l'époque où le cinéma prend ses racines, donc fin 19e siècle, début 20e, on est encore dans une époque où les femmes sont extrêmement contraintes par les tenues qui leur sont habituellement dédiées. Donc c'est-à-dire qu'elles portent encore des corsets, elles portent évidemment des talons, de toute manière il y a encore beaucoup de ces choses qui sont vraies, alors moins pour les corsets, heureusement c'est plus obligatoire comme à une époque, mais voilà. Elles ont, comme alors là j'ai mis des photos, des grands chapeaux, des éventails et tout, et si vous avez lu des livres un peu plus vieux comme du 17e par exemple, ce genre de choses, comme Les liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos, vous savez peut-être qu'il était de bon ton, justement, à l'époque où les femmes avaient des corsets qui les empêchaient de respirer, il était de bon ton de s'évanouir régulièrement.
de se sentir faible, voilà, parce que du coup ça rendait les femmes, ça leur donnait l'impression d'être des petites choses délicates, d'être sensibles, d'avoir besoin d'être protégées, et donc il était de bon ton de s'évanouir de temps en temps, et donc d'apparaître comme faible. Donc par définition, les femmes étaient le sexe faible dans ce qu'on attendait d'elle, dans la manière dont elle les décrivait, et aussi tout simplement parce qu'elle n'était pas en capacité de se défendre, elle n'était pas en capacité d'incarner ou d'incarner une forme physique aussi à cause des contraintes vestimentaires et autres qui les maintenaient dans un rôle extrêmement passif. Donc déjà, à partir de ce moment-là, évidemment que à l'époque de la naissance du cinéma, plus que jamais peut-être, les femmes incarnent le sexe faible et les hommes le sexe fort. Et si les femmes incarnent le sexe faible, c'est aussi pour ça, alors là c'est quelque chose que je raconte souvent, mais c'est aussi à mon sens pour ça qu'elles sont devenues des personnages extrêmement prégnants dans les films d'horreur, et c'est pourquoi ça me passionne, c'est parce que comme elles sont incapables, soi-disant, en tout cas dans cette conception de la femme, incapables de se défendre, elles sont des victimes idéales, et des victimes qui suscitent le plus d'empathie, pour lesquelles le spectateur a plus pitié, voilà, parce que voilà, elles peuvent pas se défendre, donc elles sont des victimes nées en quelque sorte, quoi. C'est un peu horrible, mais voilà. Et je pense que c'est comme ça, d'un certain côté, que les femmes ont commencé à se faire une place vraiment signifiante au sein du cinéma d'horreur. Et ça se ressent encore aujourd'hui, puisque les femmes sont... Enfin, l'horreur est est peut-être même le seul genre dans lequel il y a plus de femmes à l'écran que d'hommes. Voilà, c'est extrêmement rare. C'est pas de beaucoup, hein. Je crois que c'est un peu talonné par la comédie romantique, etc. Mais en termes de personnage principal, voilà, le film d'horreur est l'un des rares genres. Quand je dis l'un des rares ou le seul genre, ça dépend. En fait, ça dépend des années. Quand on regarde les statistiques, parfois c'est le seul, parfois c'est vraiment dans les tout premiers. Bon, ça dépend. Mais en tout cas, voilà, où il y a plus de personnages féminins que de personnages masculins. Ce qui n'arrive d'habitude jamais. Donc je pense que c'est parce qu'elles sont considérées donc d'abord comme le sexe faible et donc comme des victimes idéales, mais aussi parce que je pense qu'elles ont beaucoup été considérées par les hommes qui faisaient le cinéma et qui regardaient le cinéma comme des êtres mystérieux. Souvent je pense à la réplique de Doc dans Retour vers le futur, dans le 2, à la fin du 2, il dit qu'il va un peu arrêter toutes ces conneries de voyage dans le temps pour s'intéresser à l'autre plus grand mystère de l'univers, à savoir les femmes. Alors, une réplique drôle, hein, la manière dont joue Christopher Lloyd et tout, puis c'est Retour vers le futur, donc c'est drôle. Mais voilà, exactement, comme le dit Birdseye, l'autre grand mystère de l'univers. Donc les femmes sont considérées comme des êtres, en fait, pas humains, mais des êtres étranges qu'on a du mal à comprendre, qui ne fonctionnent pas comme les hommes, avec toujours l'idée en plus, mais qui perdure encore aujourd'hui, hein, que les femmes sont des choses délicates, qui n'ont pas tellement de fluide corporel, qui ne sont pas sales, qui n'aiment pas tant la bouffe, qui n'aiment pas tant le sexe, etc. Enfin, que des choses globalement fausses, mais qui sont un peu façonnées par le patriarcat, et qui vont toujours dans le sens que les femmes sont quelque chose d'insaisissable, qu'on ne peut pas comprendre, qui sont avant tout des idées, des objets, une forme, une silhouette, une enveloppe, mais pas tellement quelque chose d'incarné, pas tellement quelque chose qui va dans la chair, et donc pas tellement quelque chose qui va dans la force physique. Et donc c'est aussi pour moi pour ça qu'il y a aussi beaucoup de femmes dans les films d'horreur, c'est aussi parce qu'elles apparaissent en tant que menaces dès lors que les menaces sont surnaturelles. Enfin, je pense que ça c'est un peu mes hypothèses personnelles, mais je pense que ça part de ce type de réflexion, le fait qu'on ait beaucoup de menaces surnaturelles dans les films d'horreur qui soient féminines, et qu'on ait de facto du coup beaucoup de femmes dans les films d'horreur. Alors attendez, ce serait bien que je change de slide un jour. Voilà. À partir de là, on va découler sur un autre aspect important des films d'horreur, bien sûr, ce sont les armes. Et de tout temps, les femmes ont été considérées comme des empoisonneuses. Ça remonte des empoisonneuses et des manipulatrices, donc encore une fois des menaces qui ne s'expriment pas de manière brutale et frontale, qui vont toujours passer par un petit peu les méandres de l'esprit, on va dire, pour faire le mal, ou par des choses beaucoup plus
beaucoup moins matériel, on va dire, comme le poison. Vous allez me dire, le poison c'est quelque chose de matériel qui a un effet scientifique extrêmement démontrable et extrêmement concret, mais toujours est-il que c'est pas quelque chose, c'est pas comme de transpercer quelqu'un avec une lance ou de lui trancher la gorge avec un couteau. C'est quelque chose, l'effet du poison se passe en secret quelque part, il se passe quelque chose, une réaction chimique qu'on ne comprend pas, qui évidemment s'apparente à l'image de la sorcière, à la sorcellerie, puisque les sorcières, à une époque, c'était surtout justement des guérisseuses, qu'on appelait sorcières quand ça nous arrangeait en fait pour les stigmatiser, mais voilà, il y a l'idée de tout ce qui va se passer à travers le pouvoir des plantes qu'on comprend pas bien, qui est mystérieux parce qu'encore une fois il est pas manifeste, qui va se passer à l'intérieur du corps. Donc entre ça et la manipulation psychique, tout ça c'est un peu bon, c'est encore une fois c'est quelque chose qui n'est pas manifeste et qui donc quelque part dans une conception un peu vieillotte des choses s'apparente plus ou moins à la magie, plus ou moins au surnaturel. Euh, Voilà. Oui, j'ai mis audition effectivement comment dire, en illustration, je vais y arriver. Euh, et donc, qui c'est que je voulais vous citer comme femme mais bon, ça remonte à dans Macbeth par exemple de William Shakespeare, Lady Macbeth, c'est celle qui va manipuler son mari pour que lui il tue quelqu'un derrière. Elle est le cerveau, la manipulatrice, voilà, tandis que lui il est purement la forme physique, la force physique. Tous les deux vont bien regretter bien évidemment, mais voilà, des empoisonneuses, il y en a plein, hein. Il y avait Médée, Agrippine, il y avait l'affaire de la Voisin, l'affaire des poisons sous Louis XIV, si je relis mes notes, Violette Nozière, Marie Besnard, etc. Donc voilà, beaucoup d'images d'empoisonneuses qui sont presque un petit peu l'équivalent des tueurs en série iconiques, entre guillemets, même si j'aime pas la starification des tueurs en série, ni des empoisonneuses, bien sûr, mais voilà. Euh, qui sont un peu voilà le pendant féminin de ces choses-là, alors que au contraire justement les hommes connus pour être des serial killers, même si encore une fois il y a aussi des hommes empoisonneurs et il y a aussi des femmes serial killers, enfin en tout cas qui sont dans l'arme blanche ou l'arme à feu. Où est-ce que je voulais en venir? Bref, on a un peu ces deux icônes féminines et masculines qui se dessinent avec des types d'armes qui sont répartis, et ça se traduit aussi évidemment dans le cinéma. Donc là, j'ai mis une photo de La Nuit du Chasseur pour l'exemple masculin, parce que La Nuit du Chasseur, c'est un des films dans lesquels c'est extrêmement manifeste la manière dont l'arme blanche, donc le couteau dont se sert le personnage de Robert Mitchum, euh, et a évidemment, comment dire, une connotation phallique, c'est évident. Euh, et alors, on va pas recommencer la personne dans le chat, je ne sais pas comment prononcer ton nom, etc. On va pas recommencer RGRGRJuju, s'il te plaît. On va pas repartir dans ce genre de considération. On va rester sur le sujet. Voilà, là on dépasse un petit peu le niveau, enfin on essaye d'élargir la discussion au-delà de les femmes ont moins de force physique, etc. On a déjà parlé de ça juste avant. Donc voilà. Donc, ce que je voulais dire, voilà, donc la connotation phallique, pardon, du couteau, c'est quelque chose qu'on retrouvera ensuite dans les slashers, tout simplement. Donc tout ce qui est dans Scream vraiment, il y a le propos du film qui tourne autour de ça. Si vous voulez aller voir ma vidéo sur le sujet, j'ai fait une analyse du coup sur ma chaîne YouTube autour de cette question-là, à travers le personnage de Sidney, bien sûr. Mais donc c'est quelque chose qu'on va retrouver dans beaucoup, beaucoup de slashers. Est-ce que d'ailleurs, je crois que j'ai une autre slide dans laquelle je montre une affiche assez manifeste. Pas ici, bon j'y reviendrai plus tard. Voilà, tandis que les femmes, donc aussi au cinéma, donc comme dans le film Audition, là aussi on les montre comme des empoisonneuses, encore une fois, pas que, mais en tout cas c'est assez rare que vous ayez des images de femmes qui sévissent au couteau ou à l'arme blanche, à la hache, etc. Dans les films. Les armes à feu, oui ça arrive, mais c'est plus rare aussi. Donc bref, n'hésitez pas, voilà, comment dire, à donner des contre-exemples si vous voulez donner soit des exemples qui vont dans mon sens, soit au contraire des contre-exemples, parce qu'encore une fois évidemment qu'il y en a plein, mais je sais pas pour vous, en tout cas moi quand j'essaye de réfléchir aux choses, ce qui me vient le plus naturellement sur ces questions-là, ce sont voilà les exemples que je vous ai mis, et pour moi c'est assez voilà, je pense que c'est assez révélateur, on va dire, de tendance générale. Effectivement dans Pearl, ouais, elle utilise une hache complètement. Complètement. Mais d'ailleurs, X, Pearl et alors Maxine, du coup, on sait pas, on verra quand il sortira. Je trouve que ça joue beaucoup justement sur le personnage
Là, on est sur un personnage qui... Enfin, c'est intéressant, c'est des films que j'aime pas, mais je trouve que c'est intéressant justement la manière dont ça vient s'inscrire un peu dans l'histoire du personnage féminin dans le film d'horreur, parce que c'est un personnage qui est dans la force complètement brutale, et en même temps c'est un personnage qui est fou, enfin en tout cas dans Pearl notamment, euh, un personnage qui est complètement fou, et du coup qui effraie aussi par la frénésie de sa violence. Et en fait, ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que elle agit, Pearl dans Pearl, elle agit comme un méchant de slasher, comme un boogeyman, boogie woman en l'occurrence, mais à visage découvert. Et en fait, elle a complètement le genre de mentalité qui, en général, sert de backstory à des méchants comme Jason, ce genre de choses. Et en fait, là, elle le fait justement à visage découvert. C'est un peu, comment dire, c'est une manière, c'est une sorte de slasher inversé un peu. Du coup, je trouve ça intéressant, et d'autant plus intéressant du coup que le personnage soit féminin. Voilà, même si ça reste des films que j'aime pas beaucoup, je trouve ça intéressant par cet aspect. Et alors là où je veux parler de la famille, parce que je trouve que c'est un autre biais par lequel on peut faire une distinction très fondamentale, je pense, entre les menaces masculines et les menaces féminines dans les films d'horreur, c'est que souvent, les femmes dans les films d'horreur qui sont des fantômes vengeurs, par exemple, et donc là j'ai mis la Dame en Noir en illustration, sont souvent des personnages sur lesquels on va, enfin dont on va parler du, comment dire, du lien familial le plus fort. La plus grande motivation pour faire du mal, c'est souvent un lien familial, et c'est le fait de venger des enfants, par exemple, ou de protéger des enfants, ou de s'approprier des enfants. Ou, enfin oui. Donc ça vaut pour La Dame en Noir, donc qui est un film que je vous conseille, que j'adore, qui est donc l'histoire d'un fantôme féminin, qui est donc une femme de son vivant qui s'est fait voler, enfin qui s'est fait prendre la garde de son fils parce que a priori elle était folle, a priori, même si le film laisse la question ouverte de est-ce qu'elle était vraiment folle avant ou est-ce qu'elle est devenue folle après. Donc elle s'est fait voler la garde de son fils et en fait par sa sœur, et en fait sous la garde de sa sœur son fils est mort, et du coup elle, après sa mort, donc la Dame en Noir, elle cherche à tuer les enfants en fait pour venger son fils, et voilà, enfin bref, voilà, un truc assez basique. Mais c'est vachement bien, je trouve. Enfin, moi j'aime beaucoup, beaucoup ce film, même s'il a beaucoup de défauts, je vous le conseille grandement. Et donc on est vraiment dans l'exploration, alors le lien le plus absolu qui puisse déclencher la plus grande violence, vengeresse ou pas chez les femmes, c'est régulièrement en fait le fait d'étudier les femmes sous leur rôle de mère, et la manière dont on leur concède, dont on veut les imaginer démontrer un amour justement vraiment absolu et sans limite, et donc même dans la violence pour leurs enfants. Parce qu'on reste beaucoup dans cette idée que une mère, une fois qu'elle est mère, elle est essentiellement mère. Heureusement, c'est pas le cas dans la vraie vie, mais voilà, enfin, en tout cas pas pour tout le monde. Elle est essentiellement mère, et que ça devient vraiment sa définition la plus essentielle, et que à partir de là, elle est prête à absolument tout pour ses enfants, et que donc souvent on a la lecture horrifique de cette question qui d'habitude quelque chose enfin qui sert plutôt à se rassurer, en fait, l'idée que voilà, il existe une figure familiale qui vaut un amour absolument sans limite et sans condition à son enfant. On a tous envie de se dire ça, qu'il y a au moins quelqu'un dans notre vie qui nous aime sans condition, etc. Et là du coup c'est une relecture horrifique de ça, ce que je trouve intéressant bien sûr, mais voilà, c'est assez classiquement attribué du coup au personnage féminin. Alors je prends juste 2 secondes pour lire ce que vous dites. Oui, Madame Vourez, absolument, Ty Sider. La femme en noir avec Daniel Radcliffe, oui, Kaminski. Alors, il existe un vieux téléfilm des années 70, je crois, 70-80, que je trouve pas, voilà, incroyable. C'est une adaptation d'un roman... Oh, je vais avoir oublié son nom. Ah merde. Attendez, faut quand même que je vous donne le nom de l'autrice, parce que... Hop, hop, hop. Mais non, mais ça me donne des... Ça me donne des marques de vêtements, là. Ah, c'est parce que j'écris la femme en noir et pas la dame en noir. C'est la dame en noir. Euh... Nanana. C'est Suzanne Hill. Parce que j'aimerais en fait tout simplement vous lire un jour en stream La Dame en Noir. Du coup, ça fait partie des histoires que j'aimerais vous lire en stream. Bref, donc oui, c'est ce film. Il a beaucoup de défauts, mais il fait, voilà, je suis d'accord, Chloé, il fait extrêmement peur, je trouve. En tout cas, si tu parles bien de La Dame en Noir. Et je trouve qu'il a de très grandes qualités, notamment dans sa manière de réussir à effrayer, mais bref, il a un côté vraiment série B d'horreur extrêmement basique qui fait qu'il est pas très reconnu, et moi je trouve que quand même il vaut beaucoup mieux que ça. Et encore une fois, justement, dans le fait qu'il arrive à réellement effrayer. Et que il avance une lecture qui est pas du tout inintéressante, même si c'est très en sous-texte dans le film, la manière dont le fantôme
de la Dame en Noir, du coup, enfin, la backstory qu'on lui raconte, le fait qu'elle a été internée de force, qu'on lui ait volé la garde de son fils, etc., je trouve que vraiment ça dit quelque chose de la médecine de l'époque, de la psychiatrie, où les femmes étaient internées à tour de bras, voilà, à l'époque de Charcot, de l'hystérie et tout. Et je trouve qu'en fait, il y a tout un sous-texte là-dessus qui est intéressant, qui est vraiment pas très exploré par le film, on est d'accord, parce qu'il reste plus en surface que ça, mais malgré tout, j'aime bien la manière dont il sous-entend toute une histoire à ce sujet-là. Euh, Pourquoi alors, Fincher pose une question. Oui, la mère de Billy Loomis, absolument, dans Scream 2, tout à fait, Ty Sider. Euh, alors, j'arrive tout de suite, Fincher, sur ta question parce qu'elle est très intéressante. Alors, Illuner, tu nous dis, c'est marrant parce que tous les exemples de films d'horreur avec une femme qui utilise une arme blanche que j'ai en tête, il y a eu une réaction d'une grosse partie du public à base de c'est un film misandre. Sauf que sauf quand elle s'attaque à des enfants, justement. Ah, c'est pas bête. Je sais pas si c'est le cas, je sais pas. Alors, je pense qu'effectivement, il y a dû y avoir de nombreux exemples où ça devait être le cas. Bah, c'est peut-être que ça arrive souvent dans les Rape and Revenge, je pense. Je pense que c'est le genre de choses qui s'est dit d'un film comme Promising Young Woman, qui est pas vraiment un film d'horreur, mais bon, j'ai aussi fait une vidéo dessus si jamais ça vous intéresse. Ça doit beaucoup arriver avec le genre du Rape and Revenge. Après, avec des films comme American Psycho 2, par exemple, je suis pas sûre, mais en tout cas, oui, alors que c'est pas un reproche, entre guillemets, qu'on va faire au film de serial killer, mais aussi tout simplement parce que c'est admis que les serial killers, même s'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne reconnaissent pas encore la nature de féminicide, beaucoup toute une imagerie du serial killer qui se repose au contraire sur le fait qu'on sait très bien que les féminicides, c'est un meurtre en particulier, c'est un meurtre qui est genré tout simplement, c'est une violence sexuelle en plus d'être criminelle et tout ce qu'on veut, pas sexuelle, pardon, sexiste. Parce que c'est souvent voilà, les tueurs en série choisissent de tuer des femmes, pas tous hein, bien sûr, justement parce qu'elles sont des femmes et parce qu'il y a une dimension sexuelle à ça, ou justement de frustration sexuelle ou autre, ou justement parce qu'elles sont parfois moins à même de se défendre, enfin ça dépend. Bref. Mais donc c'est intéressant, c'est toute une autre question qui serait intéressante de développer aussi. Et donc je voulais rebondir sur la question de Fincher que je trouve très intéressante. Fincher nous dit saurais-tu pourquoi il s'agit de alors, saurais-tu pourquoi, quand il s'agit de vieillesse, c'est plus souvent une femme? Là aussi, c'est parce que la société nous apprend, ça fait extrêmement, comment dire, politique et psychologie de comptoir, de dire la société nous apprend que, mais il y a quand même quelque chose de vrai là-dedans. On est très conditionné à penser que c'est plus grave pour une femme de vieillir que pour un homme. C'est vrai que ça s'observe davantage, que à la télé, vous avez tous les jours des hommes avec des cheveux blancs, des femmes, vous en avez jamais, c'est très peu accepté. Il y a toujours la légende, enfin la légende qui se répète énormément sur Internet. Hein. Il y a des gens qui disent ça aux nanas sur Twitter tous les jours, hein, qu'après 25 ans, elles sont plus valables, elles sont périmées, ceci, cela. Il y a vraiment une volonté de garder la femme dans la terreur en fait de vieillir. Et c'est aussi beaucoup rattaché au simple fait que les femmes connaissent une ménopause. Je sais plus comment ça s'appelle pour les hommes, mais ils en connaissent aussi une plus ou moins, mais en tout cas, voilà, qui est moins tôt et moins frappante, on va dire, peut-être dans leur vie. Mais voilà, c'est facile de dire aux femmes qu'elles sont périmées, périmables, parce que en fait, il y a une date limite pour elles, tout simplement, pour concevoir des enfants, et que, évidemment, que c'est la définition dans une société patriarcale de la valeur que peut avoir une femme, tout simplement. Donc c'est pour ça que ça fait plus de sens que quand on parle de vieillesse, dans des films comme La Abuela, par exemple, il y en a plein d'autres hein, qui reprennent ce thème-là, effectivement, c'est sur des personnages féminins que ça va s'exprimer, parce que c'est plus terrible pour elles, parce qu'on sait qu'une fois qu'une femme devient trop vieille pour être soi-disant désirable aux yeux des médias, aux yeux d'un certain regard masculin, etc., elle disparaît, elle n'existe plus en fait. Donc c'est spécialement terrifiant pour elle, et du coup, aussi pour le public, ce qui est utilisé en tant qu'arme horrifique, et ce que je trouve très très moyen d'ailleurs, c'est le corps et le visage de femmes vieilles. Je me rappelle, alors si vous voyez, je sais pas si vous avez suivi un peu ce qui s'est passé au BIF cette année, donc le Bruxelles International Fantastic Film Festival, qui est un festival auquel j'ai été, donc parce que donc cette année il y a eu tout un tollé, parce que lors de la projection de Love Lies Bleeding, en fait, il y a eu beaucoup de réactions homophobes et lesbophobes dans la salle, qui ont fait que bah, du coup les lesbiennes qui étaient dans la salle, qui étaient venues voir un film qui s'adressait a priori à elles, ont été extrêmement choquées, il y a eu une esclandre, les gens sont sortis de la salle, il y a eu la police qui a été appelée, enfin bref, a priori de ce qu'on a entendu plus pour contenir les militantes justement que les réactions homophobes, mais bon après le festival a fait plusieurs communiqués là-dessus pour essayer d'expliquer à quel point la situation était complexe à gérer, vous pouvez aller les lire. Voilà, moi j'y étais pas, donc je peux pas en dire
plus que ça, mais quand même, ça a l'air d'avoir été très très compliqué en termes d'expression homophobe et lesbophobe. Ce qui me surprend pas tant que ça, parce que donc j'y étais l'année dernière, et malgré tous les aspects géniaux que ce festival avait, c'est vrai que dans la salle, parce que donc quand un film est diffusé au BIF, en fait, il y a une tradition que je remets absolument pas en question, qui est de crier, de faire des blagues, de crier des choses aux personnages à l'écran et tout. Alors parfois ça dérange quand on est habitué à regarder un film dans le calme, j'entends, mais aussi ça fait partie de l'ambiance du festival. C'est souvent dans les festivals de films de genre qu'il y a toute une tradition, voilà, de répliques à dire à l'écran, quand quelqu'un laisse une porte ouverte, de dire ferme-la, ou ce genre de choses. Hein. Plein de choses. Le problème c'est que quand j'y étais, du coup, moi j'ai entendu beaucoup de remarques extrêmement misogynes, mais vraiment d'une assez grande violence, et qui du coup, moi en tant que public femme, me mettait extrêmement mal à l'aise et me gâchait un peu mon plaisir. Et donc j'ai observé notamment que lors deux films, je crois, je saurais plus dire lesquels, il y a eu à un moment donné des femmes vieilles à l'écran, et notamment à un moment donné une femme nue, une femme vieille nue à l'écran. Et alors là, expression de dégoût généralisé dans la salle, comme si c'était en soi horrifique de voir un corps de vieille femme. Et c'est souvent comme ça, hein, c'est souvent comme ça. Alors parfois, les vieilles femmes dans les films sont juste filmées nues parce que l'histoire le nécessite, dans un film comme dans Relique par exemple, où le film vient pas utiliser ce corps comme effet horrifique, comment dire, comme objet horrifique, mais il y en a qui le font complètement, qui partent du principe qu'un corps de femme vieille, mais en fait c'est pas pour rien si les femmes refusent de vieillir, ont peur de vieillir, c'est parce que c'est vraiment horrible quand elles sont vieilles, et qu'on utilise ça en soi comme objet horrifique. Donc bref, voilà, je faisais une digression sur ce que disait Fincher, mais du coup c'est intéressant parce que souvent, justement, ces vieilles femmes sont associées en général à des personnages de fantômes, sont elles-mêmes des personnages de fantômes ou de sorcières, comme c'est le cas dans La Abuela, comme c'est le cas dans Relique, etc. Voilà, excusez-moi pour cette digression, je continue à lire un peu ce que vous me dites avant d'enchaîner. Dans Scream 2, oui, absolument, mais complètement, c'est Madame Loomis, elle est définie par son rôle de mère, complètement, absolument. Comme Vendredi 13. Où donc là, c'est à la fois des méchantes de slasher, certes, et en même temps, ce qu'elles font, c'est incarner leur fils, passer par la violence qu'aurait incarné leur fils. Voilà, donc c'est un cas particulier où voilà, le fait d'être mère prime avant toute chose. Suzanne Hill, effectivement. Je rattrape ce que vous me dites. Oui, voir la femme en noir, la dame en noir 10 fois, écoute, je le conseille, c'est bien. On vit dans une société, on vit dans une saucisse. Bien sûr. L'andropause, voilà. Le contraire de la ménopause. Enfin, pas le contraire, mais le pendant masculin. Salut, œil de Cali. Je suis désolée, je vous dis au revoir. Enfin, pas au revoir, pardon. Bonjour en retard et tout, mais c'est parce que du coup, j'étais un peu prise dans ce que je disais. C'est même pas la peur de la mort associée à la vieillesse, c'est juste le rapport à la beauté et l'attirance. Absolument, Nexus Price. Alors c'est vrai que la vieillesse, de manière générale, peut nous mettre mal à l'aise dans la vie. Il y a beaucoup d'études qui existent autour de ça, il me semble, parce que ça nous renvoie à la mort, ça nous renvoie à notre propre vanité, à la vanité de notre existence et surtout à son caractère éphémère, absolument. Mais il y a aussi, du coup, là-dedans, le fait que, oui, à un moment donné, on vaudra plus rien sur le marché, quoi. C'est horrible de parler comme ça, mais on nous a beaucoup, beaucoup, beaucoup habitués à penser comme ça. Ah oui, pour Love Live Bleeding, du coup, vous voyez un peu ce que c'était. Ouais, pas trop fan du bif, Mister HS, je comprends, c'est dommage parce que c'est un festival génial par plein d'autres aspects, mais c'est vrai que du coup, les gens qui s'accrochent à ce genre de tradition, entre guillemets, ça vient plus pourrir l'ambiance qu'autre chose, et c'est toujours décevant de voir qu'il n'y a pas énormément de choses qui est fait contre ça, quoi. Mais bon, là je pense qu'ils ont compris et qu'ils vont davantage prendre les choses en main, j'espère, on verra. C'est vrai, il y a une heure ce que tu dis, les gens laits sont souvent utilisés pour faire peur, c'est vrai qu'il y a beaucoup de films d'horreur dans lesquels tout simplement les malformations, les visages étranges, etc. sont utilisés pour faire peur. Euh, à la fois, ça se comprend dans le sens où quand dans la vraie vie, on croise quelqu'un qui souffre d'une certaine malformation ou quoi, comme c'est pas la norme, comme c'est pas une habitude, on a forcément... Alors, j'espère pas une réaction, parce que dans ces cas, dans ces cas-là, on essaie pas de le montrer, mais en tout cas, on peut être surpris, on peut être un peu gêné, etc. Dans le pire des cas, en fait, en tout cas, c'est un biais qu'on a qui est instauré tout simplement par la normativité des visages qu'on croise la plupart du temps. Mais du coup, c'est vrai que les films d'horreur ont tendance à utiliser ça comme objet horrifique et du coup à d'autant plus stigmatiser les gens qui sont déformés, surtout qu'en plus, souvent, on va associer à un visage mal formé une mentalité déviante aussi, parce que du coup, souvent, ça s'est beaucoup fait dans l'histoire du cinéma, mais pas que, on associe en fait un esprit à un physique, ce qui a ses limites quand même, évidemment, heureusement.
Faut pas tomber dans le délit de faciès, mais voilà, c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Mhm. La Abuela, tout à fait. Relique, tout à fait. C'est très très bien Relique, hein, je conseille. Il y a un peu, peut-être un peu de ça dans The Witch Robo Sensei. Après, ça fait vraiment longtemps. Je l'ai pas revu depuis sa sortie ciné, il faudrait que je le revoie. Mais il me semble qu'il y a un peu de ça. La vieille dame dans Shining, c'est tout à fait ça, Nexus Price, absolument. Absolument. Alors, il y a le fait qu'elle est aussi à moitié moisie, mais il y a complètement de ça, oui, oui. Mais d'ailleurs, la scène est géniale, hein. Je dis pas qu'il faut pas du tout faire ce genre de choses, mais il y a cette espèce de. On observe cette espèce de tendance générale, effectivement, à démoniser le corps de la femme vieille. Oh, Léo, coucou. Je trouve que Relic a une approche un peu différente sur le corps d'une femme âgée, par contre. Oui, oui, absolument. C'est un peu ce que j'essayais de dire, c'est que, du coup, là, en l'occurrence, c'est pas... La caméra n'essaie pas de faire peur à travers son corps. Elle est pas du tout voyeuriste, elle est pas du tout dans une sorte d'effet de surprise dans la nudité d'un corps de vieille femme. C'est vraiment dans l'histoire, c'est vraiment dans la mise à nu, tout simplement, d'un esprit qui se retrouve complètement dépouillé de ses armes. On est d'accord que c'est pas du tout la même chose. C'est un film que je recommande absolument, hein, de... comment s'appelle-t-elle Nathalie Erika James, qui est une jeune réalisatrice australienne. Hmm. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir... comment dire à aller voir les vidéos et les réseaux de Léo Yorillo aussi, si vous voulez avoir ses avis sur les films. C'est intéressant, parce que non seulement elle a des avis intéressants, mais qui sont pas toujours les mêmes que les miens, même assez rarement, enfin rarement, je sais pas, en tout cas pas toujours, et du coup vous aurez un chouette complément. Ah bah, Chloé, tu dis, ce qui m'effraie avec les personnes âgées dans le cinéma horrifique, c'est quand elles deviennent séniles et sont une menace physique véritable. Bah, c'est vraiment un peu ce que raconte Relique. Coucou Bloody Effie, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Bloody Effie qui, elle aussi, parle de films d'horreur et de tout ce qui peut avoir attrait à l'horreur. Voilà, streameuse également. Streameuse et vidéaste. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Ça me fait plaisir que tu sois là, c'est cool. Absolument, la valeur beauté physique et le reflet de ta valeur morale, comme tu dis, est lunaire. Mais alors ça, c'est quelque chose, c'est pareil, ça nous a été trimballé dans tous les contes de fées, dans tous les contes pour enfants, surtout encore une fois quand il s'agissait des femmes, mais pas que. Parce qu'il y a des contes avec des personnages masculins comme Ricky à la houppe par exemple, ou au contraire, on nous dit c'est pas parce qu'un homme est laid que en fait c'est un homme mauvais, il peut être bon. C'est ce qu'on a aussi avec le personnage de Quasimodo par exemple, dans une moindre mesure, dans un autre style de littérature. Alors que pour les femmes, au contraire, c'est vraiment en général celle qui est laide ou celle qui finit laide, c'est vraiment parce qu'elle est méchante, c'est parce qu'elle est mauvaise. Voilà, pour les femmes, c'est vrai qu'il y a une traduction directe physique entre la beauté et la mentalité, ce qui est moins le cas pour les hommes. Évidemment, je critique ça, je ne cautionne pas, hein, mais voilà, c'est une observation de ce qui est, malheureusement. Du poison pour les fées. Je suis pas sûre que j'ai vu ce film-là. Un film des années 80, d'accord, intéressant. The Visit, absolument, oui, il y a ça aussi. Enfin, en même temps, il me semble, ça fait longtemps que je l'ai pas vu non plus. J'ai pas revu depuis sa sortie ciné non plus, mais ça m'étonnerait pas. Ah, bon chic, bonjour cinéma, j'ai l'impression que je connais cette personne. Bon chic, bonjour, n'hésitez pas à aller voir son site. Elle mène plein de réflexions très intéressantes sur la représentation du genre au cinéma, dans le cinéma d'horreur. L'approche de She-Will avec une femme relativement âgée à travers une maladie qu'elle combat était intéressante aussi. Oui, absolument. Et il y avait aussi tout un commentaire justement sur sur son physique, sur sa manière de lutter contre la vieillesse, parce que du coup, son personnage est opéré et tout. Mais justement, l'utilisation de la femme vieille comme objet horrifique, parce que du coup, un pendant moins intéressant que She-Will, ce serait Amelia's Children, que j'ai vu, qui est sorti au cinéma il y a quelques temps. Et là, qui était vraiment en mode, ouais, la femme vieille, et en plus la femme vieille opérée, c'est vraiment genre atroce et tout, et il faut absolument qu'elle reste jeune. Enfin bon, c'est un peu c'est un peu tout le délire. Hey, merci pour le cheer, Fincher. Merci beaucoup. Euh, Petit soutien pour ce sujet, merci beaucoup, ça fait très plaisir. Turbo chaussures. Bon, j'ai remarqué que les corps masculins au cinéma sont souvent montrés nus de façon grotesque, moins souvent sexy. Alors là, turbo chaussures, ouais, c'est tout un autre sujet, la représentation plus sexualisée des femmes que des hommes. Alors ça, t'as complètement raison, je vais juste pas ouvrir cette porte parce qu'on va on va s'écarter et qu'on n'aura jamais terminé, mais évidemment qu'on peut faire des liens entre tout ça, hein. La peur de la mocheté, c'est un thème des yeux du film Les yeux sans visage.
excellent film d'horreur de Georges Franju, allez le voir, un film d'horreur en noir et blanc, qui est vraiment d'une rare violence pour son époque, mais qui est passionnant. Et très beau. Merci vraiment beaucoup Fincher. Les 3 archétypes genrés, c'est The Maid, The Mother and The Crone. La pucelle, la mère et la mégère, trop souvent utilisées en conte populaire. Ouais, absolument Yoko, c'est tout à fait ça. Merci pour l'abonnement MyFace, merci beaucoup. Oh là là, ça commence à déclencher des trucs dans... Ouah, le train de Kappa adoré, qu'est-ce que c'est... Ouah, ça me fait des trucs que je connais pas dans Twitch, j'ai beaucoup de choses à apprendre. Bref, avançons un petit peu sur notre petit PowerPoint. Donc, voilà, on a dit pour la famille. Maintenant. Ah oui, alors, tout simplement, ce qui se passe en termes de violence réelle, parce que évidemment que le cinéma s'appuie avant tout sur le réel, un peu comme toutes les formes d'art, sur notre véritable vécu, et donc, pour s'éloigner un peu des personnages féminins, on va se pencher un peu sur les personnages masculins, où, en fait, comme il existe beaucoup de serial killers dans la vie, alors c'est vrai que j'ai pas des statistiques là extrêmement fiables, extrêmement précises, mais il y a une large majorité des serial killers ou des tueurs tout court qui sont des hommes. Il se trouve aussi que la très très large majorité de victimes de meurtres sont des hommes, pas dans un milieu domestique, en revanche, là ce sont les femmes évidemment, donc, les féminicides et tout, mais en revanche, toutes les personnes qui participent au raid gagnent un... À quoi? Ah, un emoji en or pendant 24 heures. Ah ok. Ah, trop rigolo. Incroyable, ok. Bah écoutez, allez-y. En tout cas, merci pour les explications, Chizu-sama. Oui, le train de... Oui, j'ai compris. Donc, voilà. Donc, dans la vie, il se trouve qu'il y a beaucoup plus de serial killers, en tout cas de serial killers qui sont identifiés, et en plus, d'autant plus qu'ils sont iconisés, hein, tous les Ted Bundy et compagnie, qui sont masculins. Et c'est une image qui va être encore plus renforcée au cinéma, qui va être idéalisé entre guillemets, c'est pas vraiment le bon mot, mais donc vous voyez des personnages, donc comme j'ai mis en exemple, donc Patrick Bateman dans American Psycho, qui est réalisé par Mary Harron, qui porte un regard féminin passionnant, je trouve, sur le livre de Bret Easton Ellis, donc je vous conseille aussi bien la lecture du livre que le film. Merci beaucoup pour le follow, man. Oh là là, c'était en petit, j'ai pas réussi à lire. Mamie quelque chose. Merci beaucoup pour le follow. Donc voilà, je vous conseille cette lecture. Et le personnage de Anthony Hopkins dans Le Silence des Agneaux. Donc Hannibal Lecter, là aussi tiré d'un roman évidemment. Où du coup, en fait, ces représentations de serial killers sont inspirées de serial killers de la vraie vie, en tout cas de choses qu'on sait sur les serial killers, de tous les true crime qu'on peut entendre, toutes les histoires dont on a entendu parler. Mamie Blue Bananas, bah écoute, merci beaucoup pour le follow. Salut The Platypus, M The Platypus. Donc, alors, Illunor nous donne des stats. Il y a 8,6% de serial killers arrêtés qui sont des femmes, selon une enquête sociologique de l'université de Michigan. Oui, voilà, donc ça reste très peu. Enfin, c'est déjà trop, hein, évidemment. Il faudrait que personne ne tue personne. Mais voilà. Donc, à partir de cette idée de la vie, donc qui n'est pas qu'une idée, du coup, qui sont aussi des statistiques de la vie réelle, le cinéma d'horreur va développer des personnages de serial killers qui sont masculins et qui deviennent eux-mêmes iconiques par la suite, et qui créent de nouvelles références en la matière. Je suis pas du tout en train de dire que parce que vous êtes fan d'American Psycho, si vous êtes un homme, vous allez devenir serial killer, c'est absolument pas le cas. Sinon, moi, j'aurais coupé des têtes depuis longtemps. Mais voilà, en tout cas, les personnages iconiques masculins de films d'horreur, qui sont des menaces, qui sont des personnages, des tueurs tout simplement, sont essentiellement des serial killers qui, en plus, alors dans un personnage comme celui de Patrick Bateman par exemple, fait lui-même énormément référence à des serial killers ayant réellement existé, dont il dit qu'il s'inspire. Même si, alors on pourrait y revenir, mais pour moi évidemment, c'est évident que Patrick Bateman fantasme ses meurtres et qu'il ne les commet pas réellement, mais ça fait partie des choses assez brillantes de l'histoire, aussi bien du livre que du film. Mais voilà. Donc, voilà, les personnages masculins qui nous viennent à l'esprit quand on pense film d'horreur sont essentiellement des serial killers. Vous avez ceux-là, mais vous en avez plein d'autres. Et ce qui est intéressant, je profite un petit peu de cette slide pour rebondir là-dessus. Lorsque j'étais au Flames Festival, il y a David de la chaîne Calmos qui m'a posé une question très intéressante, qui m'a demandé quelle place prenaient justement les questions de transidentité sur cet aspect. Parce que du coup, en fait, la question de la transidentité vient énormément à la fois complexifier et enrichir ce débat.
parce que du coup, la question de la transidentité, souvent, pas toujours, mais elle s'applique plutôt à des personnages qui sont perçus comme masculins par les autres personnages, donc soit des femmes transgenres. Alors le problème, c'est que donc souvent on parle du film Le Silence des agneaux comme étant justement un film transphobe. Il y a plein de subtilités à apporter à ça. Après, c'est vrai que je vous conseillerais d'écouter avant tout l'avis d'une personne trans dessus. Moi, voilà, je ne peux faire que... Oh non, on a loupé le train. Le train de Cap Adoré est déjà parti depuis longtemps. Ne ratez pas son prochain passage. C'est con ces trucs. Bref, pardon. Euh, Dans Le Silence des agneaux, en fait, vous avez effectivement le méchant. Je suis désolée si je spoil pour les gens qui n'auraient pas vu Le Silence des agneaux, mais voyez-le, et ce spoiler ne vous gâchera en aucun cas le plaisir de regarder cet immense chef-d'œuvre. Mais du coup, le tueur est quelqu'un qui assassine des femmes pour voler leur peau, et justement parce que le tueur serait une femme transgenre, du coup, se dit transgenre, etc. Et en même temps, on a affaire à un docteur, aussi bien dans le livre que dans le film, même si enfin, le propos est davantage développé dans le livre, qui explique qu'en fait, cette personne s'imagine transgenre, s'imagine une dysphorie de genre, etc., pour justifier ses meurtres, ses envies de meurtre, et en fait, juste ça cette envie de tuer des gens et de dépecer des gens, et se donne en fait un but, enfin essaye de donner un but et une justification à ses meurtres, mais qu'en réalité cette personne n'est pas réellement transgenre. Après voilà, du coup, à quel moment est-ce qu'on peut accepter en fait qu'un personnage qui n'est pas la personne justement qui se dit transgenre puisse faire autorité à ce niveau-là, c'est pas dit. Mais du coup, voilà, en tout cas, il y a une réflexion qui est assez développée dans le livre à ce niveau-là, de, voilà, il s'agit pas, parce que du coup, le docteur qui explique ça, justement, c'est un docteur qui supervise les transitions de genre de personnes transgenres, justement, qu'il reçoit dans son établissement qui est dédié à ça. Donc, le livre, encore une fois, il n'est pas écrit non plus par une personne trans et tout, hein. Et puis il est de son époque, donc je me doute qu'il y a tout à fait des limites à cette réflexion. Le livre, lui en tout cas, ne cherche pas à avoir un propos transphobe, avec les limites qu'il peut avoir. Je pense que le film non plus. Le problème, c'est que la question est quand même pas beaucoup développée, donc il doit manquer beaucoup de précision, etc., pour que ce soit pas trop insultant. Et surtout, le problème, c'est qu'en fait, il y a extrêmement peu de représentation de personnes trans au cinéma de manière générale, et donc aussi dans le cinéma d'horreur. Et justement, le cinéma d'horreur, ce qu'il y a de bien et de pas bien, c'est que à la fois, on se permet de représenter des choses beaucoup plus variées, même en termes d'identité de genre, parce que c'est les films d'horreur et qu'on peut se permettre plein de choses et qu'on éclate un petit peu les modèles classiques. Et en même temps, du coup, dans les films d'horreur, la transidentité en soi est aussi utilisée comme élément horrifique. Et c'est le manque de représentation qui fait, je pense, qu'un film comme Le Silence des agneaux a un caractère transphobe, en fait. C'est que, justement, en fait, il fait partie des seuls films qui représentent une personne trans, ou en tout cas une question de dysphorie de genre qui pose en tout cas cette question. Et du coup, bah, dedans, cette personne-là est justement le serial killer. Ce qui du coup fait qu'il y a très très peu de représentation, et que le peu de représentation qu'il y a sont psychophobes, transphobes, etc. Et du coup ne représentent que des personnes serial killers, justement, ou en tout cas dérangées d'un certain nombre de manières, en tout cas dangereuses. Voilà, s'il y avait tout un tas d'autres représentations de personnes trans, je pense que ça pose vraiment un problème. Le problème justement, c'est que c'est un peu les seuls qui existent. Alors pas que, mais beaucoup. Il y a aussi ça dans Pulsion de Brian De Palma, où du coup c'est, alors je ne sais, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, donc je sais pas si on est sur une vraie entre guillemets, parce que du coup c'est compliqué à définir avec la manière dont les films représentent ces films-là, mais du coup je sais plus si on est sur une personne réellement transgenre, donc une femme transgenre, ou si on est sur un serial killer qui se déguise en femme, qui est du coup plutôt travesti, qui se travestit pour d'autres raisons que la transidentité en soi. Je sais plus exactement. Mais toujours est-il que ces questions de brouillage de pistes et de brouillage de limites autour de la question du genre est souvent facteur d'horreur dans les films de genre. Je me rappelle justement avoir discuté du Silence des agneaux une époque avec quelqu'un qui faisait partie de la génération de mes parents, et qui me disait qu'à l'époque où il a vu le film, à l'époque de sa sortie, il avait justement été effrayé par les motivations de transidentité du personnage. Que pour lui c'était vraiment un élément horrifique, que c'est en grande partie ça qu'il avait considéré comme une violence psychologique à l'écran qui lui avait fait peur. Ce que je trouve, moi du coup, à mon niveau de ma génération, je l'avais pas du tout reçu comme ça. C'est parce que
c'est pas ça que j'avais perçu comme étant spécialement violent ou effrayant dans le film, hein. Évidemment que le fait qu'il arrache la peau des femmes pour se la mettre, etc., c'est horrible, bien sûr, mais c'est pas, c'est pas en soi le fait que le mec, enfin que le mec, ou la femme transgenre, du coup, replie ses attributs masculins et tout, et désire être une femme physiquement parlant, enfin dans un corps identifié comme féminin, qui est effrayant. C'est pas... Pour moi, c'était pas ça. Mais voilà, donc changement d'époque, changement de génération. Et donc c'est pour ça que le film Le Silence des agneaux peut être perçu comme transphobe, ce que je peux comprendre, encore une fois. Moi, il y a des subtilités à apporter, je trouve, mais je comprends. Mais ça vient aussi, donc je pense, du manque de représentation. Euh, Alors tu nous dis, Lunar, le truc avec ce film, c'est pas tant qu'il ait un propos transphobe, c'est qu'il a été repris par des transphobes pour créer tout un imaginaire transphobe, y compris dans le cinéma et la littérature d'horreur. Oui, bah le problème c'est que oui, voilà, c'est facile de, en fait, encore une fois, ce qu'on connaît pas, ce qui va à l'encontre des modèles classiques, etc. C'est facile d'y projeter de l'horreur et d'y voir de la menace. C'est presque naturel de, comment dire, de, de développer ça de cette manière, d'exploiter ça de cette manière. Mais voilà, après, il faudrait, de l'autre côté, ne pas ostraciser d'autres types de représentations positives, du coup, qui permettraient d'avoir cette pluralité et qui feraient en sorte que, justement, ces films-là ne soient pas transphobes, tout simplement parce qu'ils prendraient pas part à toute une transphobie beaucoup plus générale et sociétale, quoi. Euh, Alors, il y a le même problème avec les troubles mentaux qui sont souvent montrés comme des menaces dans les films, mais aussi dans les médias. Bah, complètement. Complètement. Et c'est, encore une fois, c'est normal que. Évidemment que quand un trouble mental, alors sauf justement quand il est représenté de manière très exacte, où on le nomme, parce que par exemple, dans un film comme Split, je crois, parce que du coup, là, si Bon Chic Bonjour, elle est toujours là, elle a écrit un article, elle a fait une interview intéressante à ce niveau-là, justement, sur la représentation des troubles mentaux au cinéma, donc dans les films de genre notamment. Vous pouvez aller voir sur son site. Dans Split, par exemple, je crois que la schizophrénie est nommée, il me semble. Or, encore une fois, ce qui est décrit dans le film ne correspond en rien à de la vraie schizophrénie. Euh, je me rappelle plus. Auquel cas, ça, effectivement, c'est stigmatisant, ça peut poser des problèmes et tout. Après, dans les films d'horreur, évidemment qu'on a envie de se dire, bon, ok, il y a quelqu'un qui va mal dans sa tête, qu'est-ce qui va se passer, il peut tout se passer, et que ça va développer tout un type d'imaginaire. Le problème, c'est le moment où on vient essayer de plaquer des termes médicaux là-dessus, et que ça s'emboîte très mal, et que ça correspond absolument pas, et qu'on est dans la répétition de ces clichés qui vont finir par créer une stigmatisation. Voilà, et là, ça devient effectivement embêtant. My non-binary ass ne comprend pas trop comment ça peut faire peur. Ouais, je comprends. Ouais, voilà. Après, la manière dont c'est représenté, parfois, cherche justement à vraiment créer l'horreur à partir de ça. Mais c'est vrai que, bon, je pense qu'on fait partie d'une génération, enfin, je ne sais pas à quel âge vous avez, mais peut-être qu'on a différents âges dans ce chat, en tout cas, je nous le souhaite. Mais voilà, actuellement, je pense que ça nous choque moins aussi qu'à une époque. Enfin, en tout cas, quand je dis nous, c'est du coup a priori des personnes cis pour le coup, qu'on est quand même un peu plus ouvert sur ces questions, j'espère, aujourd'hui qu'à l'époque du silence des agneaux, mais bon. Euh, Vous citez trop de films que je ne connais pas. Ah, mais c'est pas de problème, Robo Sensei, au contraire, c'est trop bien. Prends des notes, c'est trop cool. Le cinéma de Shyamalan se base presque exclusivement sur de la psychophobie. La plupart des antagonistes sont des personnes folles ou... c'est intéressant ce que tu dis. C'est pas tant le cas dans Incassable. Euh... Pas tant le cas dans Sixième Sens non plus. Je cite mes préférés, mais... Je sais pas si on est plus ouvert en vrai, c'est juste que maintenant on sait que ça existe, oui, il y a de ça. Bon, après, c'est vrai que avant la véritable ouverture, il y a beaucoup de chemin à faire, on est d'accord. Donc, bref, pour passer un peu à la suite, tout de même, à la slide suivante. Oui, ah bah voilà, là on arrive sur l'affiche du coup que je voulais vous montrer plus tôt, celle de Slumber Party Massacre, qui vous montre bien à quel point... alors là le problème c'est qu'il y a le chat devant, attendez, je vais essayer de l'enlever 2 secondes, pour que vous voyez si c'est pas clair, hop, vous voyez, on a très clairement l'espèce de perceuse du tueur qui arrive entre ses jambes et qui menace du coup les femmes à moitié nues qui se trouvent sur le sol. Donc la métaphore est extrêmement claire, bien sûr, encore une fois la connotation phallique. Je redis toujours la même chose, mais à l'époque où j'ai fait ma vidéo sur Scream sur ma chaîne YouTube, où j'ai parlé justement du caractère phallique de l'arme blanche dans les slashers, et notamment dans Scream où c'est vraiment spécialement évident, on m'a beaucoup dit dans les commentaires que j'étais une grosse obsédée de voir des histoires de bites partout et que c'était pas du tout ça. Et écoutez, si vraiment je crois que en termes de slasher, il y a vraiment absolument aucune question qui se pose là-dessus. C'est les histoires d'impuissance sexuelle
les histoires d'impuissance sexuelle et de domination sexuelle et de violence sexuelle sont vraiment la base du slasher, de manière générale, donc voilà, il n'y a pas tellement de débat là-dessus. Traitez-moi d'obsédé si vous le voulez, mais vraiment, je pense que vous passez à côté de la signification d'une grosse partie de l'histoire du cinéma si vous refusez de voir des métaphores phalliques dans les slashers. Oui, je suis d'accord, Grievous, absolument. Ce serait se mettre de grosses œillères. Donc, les métaphores. Donc en fait, tout simplement, dans les violences réelles, on observe évidemment que les violences sexistes et sexuelles sont beaucoup reprises au cinéma. Avec là, donc je prends effectivement l'exemple des slashers, où tout simplement tous les slashers, je pense, ou la plupart des slashers, sont des métaphores en soi, justement, de violences sexistes et sexuelles. Même si les victimes sont pas toujours des femmes assassinées par des hommes, globalement, on est sur des histoires de domination à connotation sexuelle de personnages sur d'autres, et en général évidemment qu'il y a des histoires de cul qui viennent s'entremêler avec les règles qu'on connaît qui sont exprimées dans Scream, le fait que souvent le fait de coucher est puni dans les slashers, bien sûr, de mort, pas toujours, et puis ça évolue, mais voilà, surtout qu'en plus maintenant plus ça va, plus les slashers deviennent méta, donc ils essayent d'avoir beaucoup conscience de ça et de jouer là-dessus, mais bon, ça a quand même beaucoup été ça. La nuit du chasseur avec le couteau, comme on a cité évidemment. La nuit du chasseur, c'était pas tellement un slasher, mais c'est vraiment un ancêtre du slasher. Ça fonctionne beaucoup sur le même modèle quand même. Même si les personnages sont des enfants, c'est évident que le personnage de Robert Mitchum évoque une menace sexuelle, même envers eux en fait. C'est assez horrible, c'est très malsain comme film. Enfin, c'est très malsain. Quand on lit un peu entre les lignes, c'est très malsain, mais c'est génial. C'est terrifiant. Moi, quand je l'ai vu petite, ça m'a terrifiée. En même temps, ça m'a ouvert des portes. C'est incroyable. Je conseille très très vivement La nuit du chasseur, de Charles Laughton. Et donc là j'ai mis aussi en tant qu'exemple bien sûr Alien, où bon je vous la refais pas, mais alors le classique évidemment, la forme du crâne du xénomorphe tiré des dessins de Giger, avait au départ, d'après les schémas de Giger, avait même carrément une forme de pénis, qu'ils ont légèrement atténué dans le film, mais bon voilà, je vais pas vous faire un dessin, vous voyez la forme. La bouche également phallique qui sort de sa grande bouche, bref, tout est... comment dire, tout est viril dans la menace que représente le xénomorphe. Pas masculin, parce qu'encore une fois, voilà, comment dire, le pénis, l'idée du pénis, la menace que peut représenter la représentation du pénis dépasse, surtout aujourd'hui du coup, le spectre du simple masculin. Mais voilà, globalement c'est quand même ça. J'autorise, oui, le mot vagin est autorisé, bien sûr. C'est un peu un genre de Barbe Bleue, c'est juste que les meurtres des femmes sont hors champ et se passent avant le film. Tu parles de quel film, là, Ty Sider? Plutôt que la métaphore phallique, c'est plutôt la mise en scène de la pénétration qui sont illustrées dans les slashers. Oui, mais ça revient un peu au même, du coup. Adrienne, alors attends, parce que Delirium Bear répond à ma question sur du coup la psychophobie des films de Shyamalan. Adrienne Brody dans Le Village, oui, effectivement, c'est très vrai. Et j'adore ce film, mais cet aspect, c'est très vrai. The Visit, je me rappelle plus bien, mais si, oui, effectivement. Split et Glass, absolument. Une autre poignée de ces films repose aussi sur la possible folie de ces personnages. Ouais, non, c'est vrai, c'est pas con du tout, effectivement. C'est vrai que j'avais même pas tellement réfléchi à cette question. Après, on pourrait faire tout un autre stream sur la psychophobie, c'est sûr, mais voilà. Et donc, ce que je voulais dire à travers cette histoire de métaphore, c'est que les films, même si encore c'est l'énorme, je sais pas comment dire, l'énorme oppression générale des violences sexuelles et sexistes, surtout envers les femmes, mais pas que, même si la société refuse encore de les reconnaître, beaucoup, le cinéma, lui, les reconnaît depuis toujours, et surtout les utilise. Donc c'est pour ça aussi que je trouve qu'il y a beaucoup de personnages féminins, victimes entre autres, dans les films d'horreur, c'est parce que les films d'horreur utilisent, en fait, se nourrissent complètement de ce que subissent les femmes au quotidien, pour en faire des menaces horrifiques. Alors dans Alien, ça passe par des extraterrestres, dans les slashers, ça passe par des boogeymen, mais globalement, alors dans d'autres films, ça passe par des serial killers qui ne sont pas forcément des boogeyman masqués, mais globalement, voilà, c'est évident que que les violences observées dans le monde nourrissent l'imagerie que va ensuite développer les films d'horreur. Et donc, si on a beaucoup de personnages de menaces qui s'expriment de manière frontale, incarnée, brutale dans la chair, qui sont des hommes, bah c'est justement parce que les hommes évoquent
en priorité, plus que les femmes, ce type de violence-là, qui passe donc pas par quelque chose de surnaturel, qui est au contraire très incarné, voilà, très charnel, entre guillemets, si horrible que ce soit, voilà. D'où que les femmes, elles, incarnent moins cette violence, aussi parce que du coup, souvent, la violence physique, frontale, brutale, est pas toujours, mais souvent, une métaphore de violence sexuelle, et que donc c'est aussi réparti comme ça. C'est pour ça qu'on l'attribue moins aux femmes et davantage aux hommes. Je dis c'est pour ça que, encore une fois, ce sont mes hypothèses, ce sont mes réflexions, voilà, c'est pas à graver dans le marbre, ça n'est jamais que mon avis. En tant que médiéviste, je trouve ça hyper triste que la vision médiévale de la sexualité des femmes, qui est hyper horrifique, soit pas utilisée dans le cinéma d'horreur. Alors je suis pas du tout médiéviste, pas du tout, mais est-ce que tu penses à des choses comme le mythe de Mélusine par exemple? Auquel cas, c'est vrai que c'est triste qu'il n'existe pas de film d'horreur là-dessus, à moins qu'il en existe, mais auquel cas, je connais pas. C'est à toi que je pose la question in une heure, du coup. Dans Alien, la plus forte et intelligente, c'est une femme. Ou alors j'ai rien compris. Oui, Robo Sensei, oui, absolument, mais justement, alors c'est une anecdote qui est connue, hein, je répète, pour ceux qui la connaissent pas, qui la connaîtraient pas, au départ, quand le scénario a été écrit, Ripley était un homme. Et c'est ça qui en fait un personnage hyper intéressant, c'est que en fait elle a été écrite comme étant un homme, et au moment où en fait c'est une femme qui a été castée dans ce rôle-là, en fait le rôle n'a pas été tellement réécrit, donc il est resté neutre, il est resté, en fait ça en fait un personnage non genré, pas dans son incarnation, mais dans son écriture, ce qui fait vachement de bien quand on est spectatrice femme, d'avoir en fait une femme qui agit comme un être humain, qui est pensée comme un être humain, et donc dans les cerveaux des hommes qui font le cinéma, encore une fois, c'est pas tous, on est d'accord, not all men, gna gna gna. Dans les cerveaux des hommes qui font le cinéma, en fait, penser un personnage comme un homme, c'est penser un personnage comme un être humain, tout simplement. Parce que quand il s'agit d'écrire des femmes, souvent ils les écrivent autrement, en se disant, encore une fois, c'est ces créatures mystérieuses qu'on comprend pas, c'est si compliqué d'écrire une femme. Je me rappelle quand j'étais en école de cinéma, souvent les scénaristes garçons, ils nous disaient, mais en fait, moi je mets pas de personnages féminins dans mes courts-métrages, parce que je sais pas les écrire en fait, j'ai peur de faire des bêtises, j'ai peur de pas être juste, j'ai peur de pas être vrai. Ou alors ils demandaient des conseils à des femmes pour dire comment une femme agirait dans ce genre de situation. Vraiment, rassurez-vous tous, les femmes sont des êtres humains, on réfléchit de la même manière que vous. Genre vraiment. Il faut arrêter de... Voilà. Donc c'est pour ça que Ripley, c'est intéressant, parce que donc on a un personnage féminin qui sort un petit peu des conneries habituelles, ce que James Cameron cassera complètement dans le deuxième Alien, où il va nous rajouter des histoires de maternité, de gna gna gna, parce que, voilà, parce qu'elle a été écrite comme étant un homme. Résultat, ça fait un bon personnage féminin. Bref. Illuner, tu nous dis un peu Mélusine, oui. Enfin, il y en a plein des textes médiévaux qui seraient de super inspirations pour du body horror. Tout le vocabulaire de la dévoration du corps des femmes qui est vide d'âme et pourri de l'intérieur, incroyable. Voir des histoires de mutilation génitale, d'accord, ça a l'air trop bien. Effectivement, il y a l'air d'y avoir de la sacrée matière, dis donc, c'est intéressant. Ah, Madouk, tu as un message qui se fait rejeter. Sous couvert que les sources sont fiables, j'ai beaucoup aimé lire l'incroyable histoire du sexe de Bruno et Corinne. Alors, je ne connais pas du tout, je vais vous laisser parler de ça. Je vais passer à la slide suivante pour ma part. En termes de représentation, alors qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Je reprends un petit peu mon plan parce que je m'y perds. J'ai fait tellement de digressions. Oui, non, mais en gros, ça c'est ce que j'ai dit. Pourquoi j'en suis déjà là, moi? C'est normal que je sois déjà là? La violence réelle, représentation. Attendez, je regarde mes autres slides pour voir où j'en suis exactement. Bah oui, non, c'est pas la fin, alors. Excusez-moi, je suis perdue. Différence entre les films où la menace... Ah oui, exact, j'avais envie de parler de ça aussi. Il y a une différence à faire entre les films où la menace, du coup, est personnage secondaire, et ceux où la menace est personnage principal. Et donc là, on pourrait revenir un peu à la slide que j'avais fait avant, enfin en tout cas avec les images que j'avais données, notamment celle de American Psycho, mais des films comme Le Voyeur, Maniac, American Psycho, etc., sont faits du point de vue du tueur. Et le point de vue d'un tueur en série reste quelque chose d'abordable. C'est une chose dans laquelle on peut se projeter. Alors il y a les jeunes films bro qui vont même idéaliser ces personnages et s'y identifier. Évitez de faire ça, c'est pas des personnages positifs, hein, c'est pas un flex, mais bref.
c'est parce que voilà, on a quand même pas mal. Alors, même si vous allez me dire que les autres, qui sert en illustration de mon PowerPoint derrière la photo d'Annabelle, là, les autres, c'est un contre-exemple. Mais encore une fois, des personnages, des films qui prennent le point de vue du personnage du tueur, tueur en série, etc., et qui sont donc en général des hommes, il y en a pas mal. En revanche, des films qui prennent le point de vue d'un personnage qui est un fantôme, et donc qui serait le héros du film. Je parle pas de comédie, encore une fois, bon, vous avez des contre-exemples, hein, vous avez Ghost, vous avez Fantôme contre Fantôme, bon voilà, c'est un peu à part, Ghost n'est vraiment pas un film d'horreur. Euh, voilà, cette idée de se mettre dans le point de vue d'un fantôme qui serait menace, comme par exemple, si vous prenez La Dame en Noir, par exemple, vous mettez dans le point de vue du fantôme, vous pouvez pas faire le film, en fait. Pas de la même manière que American Psycho, où le voyeur existe, ou Maniac. Parce que, en fait, le fantôme, pour exister comme il existe dans La Dame en Noir et représenter cette espèce de menace absolue, il faut qu'il soit déshumanisé. Il est un esprit, encore une fois, qui n'existe que dans sa logique de lien familial, donc de mère et de vengeance. Il peut pas... Il peut pas être... vous pouvez pas le développer comme personnage. Il faut que ça reste quelque chose de complètement... Il faut que ça reste une entité, vous voyez. Il faut que ça reste une idée, une silhouette. Ce qui convient bien, encore une fois, du coup, à la conception que peuvent avoir des personnages féminins les hommes qui font le cinéma. Parce que du coup, c'est une manière de valider et de conserver un peu cette part de mystère, donc la féminité qui reste garante d'un mystère, donc la féminité qui est spectrale, etc., reste garante du mystère qui est nécessaire du coup pour faire peur avec ce type de film, mais donc aussi c'est un aveu d'échec, c'est aussi une non-représentation de la féminité, de la psyché féminine malfaisante lorsqu'elle est menace. Donc évidemment, on a des contre-exemples comme je l'ai dit, mais voilà, donc c'est des films, en fait, l'équivalent femmes avec des fantômes féminins ou quoi, de films comme Maniac, je pense qu'il y en a très peu. Je dis pas qu'il y en a pas, encore une fois, j'ai prévenu qu'il y avait des contre-exemples sur à peu près tout ce que je disais, je fais pas des généralités, mais dans la tendance, voilà, c'est un peu mon observation sur ce sujet-là. Le seul à humaniser son monstre assez tôt dans le film récemment, c'est Mama. Ouais, mais Mama, du coup, elle reste. Je suis d'accord, Delirium Bear, mais par contre, elle reste vraiment personnage secondaire aussi. Euh, Parce que du coup, dans mon idée, c'est que justement, les femmes qui sont menaces, qui sont fantômes, menaces, ou enfin menaces tout court d'ailleurs, hein, que ce soit surnaturel ou autre, sorcière, machin, elles sont personnages secondaires. Et les hommes, quand ils sont menaces de films d'horreur, donc ils sont souvent aussi personnages secondaires, hein, comme on a vu dans les slashers ou autres, mais ça arrive quand même qu'il y ait des films qui soient faits de leur point de vue à eux et qui soient, qui soient tout simplement personnages principaux. Et du coup, ça n'arrive que très peu pour les femmes. Il y a un contre-exemple que je vais citer plus tard, sur lequel je vais m'arrêter plus tard, qui s'appelle Kuroneko, qui est réalisé par Kaneto Shindo et qui est sorti en 68, c'est un film japonais, où là on suit du coup des spectres, des yurei, mais du coup ouais, on est effectivement du point de vue des femmes, alors que ce sont des spectres. Mais voilà, c'est très onirique comme narration, c'est presque un peu expérimental parfois. D'où aussi qu'on peut se permettre, du coup, dans ce film-là, de raconter l'histoire du point de vue plus ou moins des fantômes, tout en ne brisant pas la part de mystère qu'il faut pour faire exister le fantôme sous forme de fantôme, effrayant, voilà, cette espèce d'idée complètement éthérée, enfin voilà. Voilà. Alors, slide suivante. Donc on passe sur la troisième partie. Une évolution possible par rapport à tout ce que je viens de dire, peut-être. Tout d'abord parce que plus ça va, plus il y a des réalisatrices qui font des films. Des films d'horreur, il y a de plus en plus de réalisatrices tout court, et donc il y a aussi de plus en plus de réalisatrices de films d'horreur. Ce que je trouve intéressant à voir, enfin en tout cas ce qui sera intéressant d'observer dans les années qui viennent, pour l'instant c'est un peu tôt pour donner la réponse, c'est est-ce que cette tendance des femmes qui se mettent à réaliser des films d'horreur, il y en a toujours eu, on est d'accord, hein. Il y a Marie Lambert qui avait réalisé Cimetière, il y a Amy Holden Jones qui avait réalisé Slumber Party Massacre, dont il y avait l'affiche plus tôt. Bon, il y en a toujours eu des femmes qui réalisaient de l'horreur. Mais en ce moment, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup moins que des hommes, on est d'accord, mais il y en a beaucoup qui proposent des choses extrêmement intéressantes et qui sont à leur premier ou deuxième film. Il y en a beaucoup qui ont fait un premier film pour l'instant, et ce qui sera intéressant de voir, c'est est-ce qu'elles vont perdurer dans l'horreur ou pas. Parce que l'horreur, c'est un genre sur lequel, en général, on ne mise pas gros d'un point de vue financier. Et c'est pour ça je pense que les femmes peuvent plus facilement commencer dans l'horreur. Après, à voir si elles vont continuer dans l'horreur ou pas. Parce que du coup, comme les films d'horreur, ça brasse pas énormément de thunes en général. Alors parfois, ça en ramasse beaucoup, mais en général, ça n'en dépense pas beaucoup. Du coup,
on laisse plus facilement les commandes aux femmes, en tout cas on leur laisse plus facilement la possibilité de réaliser, parce que ce sont pas des enjeux financiers énormes. Évidemment que les choses sont en train de changer, évidemment qu'il y a Greta Gerwig avec Barbie, évidemment qu'il y a Chloé Zhao qui a réalisé un Avengers ou je sais pas quoi là, évidemment que ça commence à changer et c'est cool, il n'y en a pas encore énormément, et sur ces dernières années, avant qu'arrivent ces quelques contre-exemples, il y avait du coup beaucoup de femmes qui réalisaient leur premier film d'horreur. Il y a eu Corinna Faith avec The Power, il y a eu Nathalie Rickel-James avec Relic, il y a eu Anna Lilia Mirpour avec... Quoi c'est avec A Girl Walks Home Alone at Night. Est-ce que c'était son premier film, je crois. Il y a eu alors Jennifer Kent avec Mr. Babadook, mais elle a réalisé The Nightingale, mais depuis elle n'arrive plus à réaliser ses films. Il y a eu évidemment Julia Ducournau avec Grave, etc. Voilà, vous en citez plein, c'est très cool. Donc il y en a plein. Est-ce qu'elles vont perdurer du coup au-delà de ça? Est-ce qu'elles vont continuer dans l'horreur surtout? Est-ce qu'elles vont réussir à faire d'autres films? Parce que par exemple, Nathalie Rickel-James, Relic c'était génial, mais on n'en entend plus parler. Elle n'a pas de projet actuellement. Natasha Kermani qui avait réalisé Lucky, je crois qu'elle a plusieurs projets qui se montent. J'espère que ça va finir par se faire parce qu'ils ont tous l'air très cool. Les sœurs Soska par exemple, elles ont un peu perduré aussi, mais elles font un cinéma qui coûte pas très cher, je pense. Donc c'est plus facile aussi. Et il y a en illustration, je vous ai aussi mis une photo de Prevenge de Alice Lowe, qui est un film d'horreur anglais, petit budget, qui est très rigolo. Donc c'est l'image à droite là avec la femme qui a le visage maquillé. C'est l'histoire d'une nana qui est enceinte, et donc c'est un film d'ailleurs qu'elle a écrit, réalisé et interprété en tant que personnage principal, alors qu'elle était elle-même enceinte jusqu'aux yeux. Et c'est une lecture horrifique de sa propre grossesse, parce que du coup le personnage de son film se fait commanditer des meurtres par son fœtus en fait. Et du coup, c'est très drôle de se dire qu'elle a fait tout ça en étant enceinte. Alors déjà, réaliser un film, putain, je peux vous dire, c'est une galère, mais alors un long métrage en plus, avec zéro budget et enceinte jusqu'aux yeux sur sa propre grossesse, enfin bon, c'était... Et le film est très fun, il sent le manque de moyens, hein, c'est un film assez cheap, mais il est très marrant, il a plein de choses intéressantes. Donc ça, c'est Alice Lowe. Ouais, le pitch est incroyable. Donc, ce que je voulais dire, c'est que, ah là là, Spooky, la honte, t'as tout raté. Spooky, il arrive que maintenant. La honte. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, les réalisatrices arrivent avec de nouveaux regards, et donc elles vont peut-être proposer d'autres choses. Et donc je vois que Titane est cité dans le chat. Titane, c'est aussi un film qui réinterroge justement la place de l'identité de genre dans la menace du film d'horreur. Mais le truc, c'est qu'il faut pas toujours attendre non plus que le changement vienne des femmes, dans le sens où les femmes, elles veulent un espace pour s'exprimer, elles veulent pouvoir s'exprimer comme les hommes, mais elles ont aussi le droit déjà de raconter les histoires qui les ont aussi façonnées et les histoires qu'elles ont vécues, donc c'est-à-dire traduire évidemment, et ça se voit dans leur film, là j'ai mis une illustration d'American Mary des sœurs Soska, qui est une sorte de rape and revenge. Du coup, évidemment qu'elles vont aussi parler des violences sexistes et sexuelles qu'elles vivent dans la vraie vie et les traduire sous forme horrifique. Jennifer Kent, elle parle de la question de la maternité, évidemment. Je suis pas sûre qu'elle avait un enfant à l'époque, je sais plus, mais bref, peut-être qu'elle en a toujours pas, je sais pas. Mais bref, les questions en tout cas qui sont souvent féminines, évidemment qu'elles vont aussi les aborder, pas que, et parfois elles vont poser des regards extrêmement nouveaux. Et donc je parlais justement de Mary Harron qui avait adapté Bret Easton Ellis pour American Psycho et qui avait apporté vraiment quelque chose d'hyper intéressant à travers son regard. Mais c'est pas que aux femmes d'apporter du nouveau ou d'exploser les modèles qu'on connaît, elles vont le faire, elles le font de temps en temps, elles ne font pas que ça non plus. Il faut que les hommes réalisateurs aussi se posent des questions un peu sur leur art et la manière de changer les choses. Voilà. Donc, est-ce que le simple fait qu'on ait de plus en plus de réalisatrices dans les films d'horreur va changer quelque chose? Oui. Sur le long terme, je pense de manière générale, oui. Mais est-ce que ça va occasionner des changements brutaux? Est-ce qu'on est, j'allais dire, tiré d'affaire? C'est pas qu'on est dans la merde. Encore une fois, si ce type de représentation existe, il y a pas mort d'homme, il y a pas mort de femme. Enfin, sauf si on prend un peu les choses à l'échelle sociétale. Mais comment dire, est-ce que ça va occasionner des changements radicaux? Pas forcément. En tout cas, je demande à voir. Surtout, ça dépendra aussi beaucoup tout simplement du fait de si les sociétés de production laissent ces femmes continuer à réaliser des films, et de si elles, du coup, est-ce qu'elles persévéreront dans l'horreur ou pas? Ou est-ce que c'est juste une porte d'entrée parce que c'est plus facile, dans le sens où ça coûte moins cher de faire de l'horreur dans un premier temps? Donc voilà, là où... Alors en ce moment, effectivement, on peut observer de nouveaux modèles, comme j'ai appelé ça. Salut Nebland, bah écoute, pas de soucis, de toute manière, il y aura le replay sur YouTube.
des nouveaux modèles, parce que alors j'ai mis grave en illustration parce qu'effectivement là je trouve qu'on sort de ce genre de on sort du type de personnage et de références et de menaces qu'on connaît, et là pour le coup en plus on est du point de vue principal de la menace qui est pas une menace surnaturelle, et en même temps le film a vraiment des aspects fantastiques, donc c'est hyper intéressant. Donc là voilà, on a une réalisatrice qui propose de nouvelles choses, malgré les choses classiques qu'il peut y avoir chez Julia Ducournau. Bon, enfin moi j'adore grave, j'avoue. Donc voilà, c'est intéressant. Est-ce que ça va définir de nouveaux genres, de nouveaux styles? Je suis pas sûre. Sur le long terme, peut-être. Et là où je citais, du coup, Renfield, enfin en tout cas j'ai mis Renfield en illustration, c'est un peu comme je l'avais abordé sur le live où on parlait de vampires humanistes cherche suicidaire consentant, c'est que on a des films de vampires aujourd'hui, et on en reparlera d'ailleurs quand on fera un stream sur Abigail, on a des types de vampires qui sont représentés, qu'on voudrait représenter de manière différente. En tout cas le rapport de Renfield à Dracula, même si Dracula il n'est fait que de clichés dans ce film et c'est fait exprès, en tout cas le rapport de Renfield à Dracula, et du coup de l'idée de vampirisation qui se traduit par la relation toxique, parce que donc le pitch du film c'était voilà, Renfield en fait il souffre d'avoir une relation toxique avec son boss, qui profite de lui, qui l'exploite et tout, mais c'est quelque chose que le film au final exploite extrêmement peu parce que très malheureusement il fuit son sujet dès les 10 premières minutes, c'est un peu triste. Toujours est-il que voilà, on essaye de proposer quelque chose d'autre autour du vampire, et finalement non, on en fait quelque chose d'humoristique qui fonctionne plutôt bien. Renfield c'est fun, encore une fois c'est vraiment dommage qu'il ne traite pas son sujet parce que son sujet était une très bonne idée, mais après le résultat reste malgré tout plutôt fun. Mais du coup, en fait on n'arrive pas à sortir réellement, on n'arrive pas à réellement proposer quelque chose de nouveau. On retombe sur des clichés via le biais de l'humour, via le fait que on retombe finalement sur un film de ninja plutôt que sur un film sur les relations toxiques. Donc c'est dommage. Donc il y a un peu, voilà, d'un côté, on a oui de nouvelles propositions à la Julia Ducournau, et en même temps, de l'autre, on a aussi des productions peut-être plus anglo-saxonnes, du coup, qui se posent la question de proposer quelque chose de nouveau et qui finalement ne le font pas. Là, on dépasse un peu le spectre du féminin-masculin, mais il y a un peu de ça, quoi. Ah oui, Abigail, tu l'attends, Kaminski? Les retours sont assez positifs pour son côté fun et pour la jeune actrice qui s'éclate en vampire. Pour l'instant, j'en dis rien parce qu'encore une fois, je suis pas sûre d'être sous embargo ou pas, mais en tout cas, on fera un stream dessus. Et du coup, n'hésitez pas à aller le voir, du coup, vu qu'on fera un stream dessus. Entretien avec un vampire, c'est vrai que ça parle beaucoup de relations toxiques entre vampires, c'est exact. Alors pour la suite, oui, parce que si on attend une évolution, le problème, c'est qu'en ce moment, le cinéma d'horreur, alors je parle de grosses productions, parce qu'évidemment que si vous allez voir des films d'horreur, soit très peu distribués, peu connus, etc., ou que même que vous allez voir des films qui sont pas du tout distribués autrement que dans des festivals, vous allez trouver tout ce que vous voulez en termes de représentation. Vous allez trouver énormément de choses iconoclastes, très différentes, qui éclatent complètement les modèles classiques, etc. Et c'est très cool. Le problème, c'est que les productions qui ont de plus en plus de lumière, en fait, c'est comme d'hab, c'est les remakes, les reboots, les suites interminables. Donc là, on attend, on ne sait pas si on aura un jour un Scream 7, ça risque d'arriver malheureusement, malgré la tête qu'il risque d'avoir. On a Beetlejuice 2 qui arrive, bon j'ai mis ces exemples-là, mais vous voyez bien, ça marche aussi avec l'Exorciste, ça marche aussi avec les Vendredi 13, avec les Freddy. Le problème, c'est que du coup, et même la Malédiction, même si on a fait un live dessus, la Malédiction, l'origine, c'est plutôt réussi, mais le problème, c'est que à force de continuer en fait sur ces rails qui datent d'il y a longtemps et qu'on continue d'exploiter, en fait, évidemment, on fait que renforcer les modèles qu'on connaît déjà. Mais je dis pas que Scream, aussi bien la saga Scream que peut-être Beetlejuice, on verra, que la Malédiction et tout, n'essaie pas malgré tout de se réactualiser et de réadapter des choses à leur époque et de faire évoluer des trucs. Mais malgré tout, on est quand même dans la redite toujours des mêmes images, et dans quelque chose d'extrêmement figé comme Scream, on est toujours dans l'iconisation de plus en plus méta, même si on se demande quel niveau ils vont pouvoir encore atteindre, du personnage de Ghostface, qui est encore une fois par essence masculin, même si parfois Ghostface, on est d'accord, est une femme dans les films. L'image est masculine parce que on passe par une arme blanche qui a été établie dès le début, dès le premier film comme phallique, et par l'identité, la silhouette qui va avec. Donc on est toujours malgré tout en train de renforcer ce modèle, même si c'est justement hyper intéressant que parfois ce soit une femme qui se cache sous le masque de Ghostface, justement pour toutes ces raisons, hein. Mais oui, les Halloween aussi, absolument. Donc bon, quelle place on peut avoir pour l'évolution de ces modèles à partir du moment où du coup les films qui proposent d'autres choses sont souvent très peu distribués ou seulement en festival, et les films qui font le plus de
de bruit, du coup, sont en général des suites, des reboots, des remakes, etc. Je dis pas que ça va pas évoluer ou quoi, encore une fois, là je pose la question, on est en plein dans cette vague justement de remakes, de reboots, etc. À voir, je ne sais pas. Je pose la question, je me pose juste la question de est-ce qu'une évolution sera possible? Est-ce qu'on la souhaite? Est-ce que ce sera faisable? Est-ce que ça passera par ce type de cinéma, par ce type de film? On ne sait pas. Le méta à outrance commence à te fatiguer, MyFace. Écoute, je comprends complètement. Je comprends. Surtout que j'en faisais la remarque tout à l'heure, parce que du coup, tout à l'heure, je faisais une chronique cinéma sur la RTS, dans l'émission Vertigo, où on critiquait les films qui sont sortis cette semaine-là, enfin, du coup, les films qui sont sortis en Suisse. Je suis pas en Suisse, mais l'émission est suisse. Donc, il y avait quoi? Il y avait un film que vous connaîtrez pas, du coup, enfin, il est sorti il y a un certain temps en France, mais qui a été très très peu distribué, qui s'appelle N'attendez pas trop de la fin du monde, qui est un film roumain. Très intéressant, mais bon, bref, peu importe, c'est pas ça que je voulais vous dire. On a parlé du coup des cartes du mal, catastrophique, et on a aussi parlé de Fall Guy, que moi j'ai trouvé très fun avec Ryan Gosling, mais qui a justement un côté extrêmement méta, et qui est vraiment, je trouve, l'archétype du film qui tient un discours méta pour colmater le fait qu'en fait, qu'il ne tient aucun discours, pardon, qui n'a aucune profondeur de propos. Et le fait de rajouter du méta, c'est un peu le wink-wink à la caméra en mode hey, je sais ce que je fais, donc je suis un peu un petit malin, donc c'est intelligent, donc c'est pas complètement con ce que je raconte. Et souvent maintenant, le méta, ça sert de cache-misère pour ça. Ça n'empêche pas, encore une fois, je trouve le film d'être très fun malgré tout, mais voilà, il y a un peu maintenant le méta, c'est plutôt un aveu de faiblesse de narration, je trouve, de plus en plus. Bref. Ça, c'était pour la petite digression. Donc voilà, je me pose la question de la possibilité d'évolution de ces modèles, encore une fois, femmes surnaturelles, menaces surnaturelles et hommes menaces tangibles pour la suite. Même si on est d'accord que dans les slashers, le principe, c'est justement que la menace a un aspect surnaturel, un aspect un peu fantastique, aussi bien Michael Myers que Ghostface, etc. Mais encore une fois, on est dans l'expression la plus frontale et la plus brutale de la violence, de on plante un couteau dans quelqu'un, il meurt, il y a du sang, voilà. Donc bref, voilà, c'était un peu la réflexion que je voulais mener sur cette question-là. J'en suis là pour l'instant dans ma réflexion. Il y a plein de choses à ajouter, il y a plein de pistes à explorer. Même vous, dans le chat, vous m'avez fait faire des digressions sur plein d'autres sujets et d'autres que j'ai pas trop retenus ou dans lesquels j'ai pas trop osé m'aventurer parce que ça ouvrait des portes avec tellement de choses à dire derrière que on n'aurait jamais terminé. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à réfléchir autour de cette simple question de pourquoi est-ce que quand on pense fantôme, on a le réflexe de penser fantôme féminin, et pourquoi est-ce que quand on pense serial killer, on a tendance à penser homme. D'ailleurs, ça me fait penser que je voulais vous citer des films, j'ai oublié de m'appuyer là-dessus. En termes de fantômes féminins, je voulais revenir un instant sur le cinéma japonais. Ma tisane est complètement froide. Attendez, je vais revenir en plein écran. C'est qu'en fait, dans le cinéma japonais, du coup, vous avez donc des exemples comme... alors Deux Sœurs c'est coréen, pardon. Mais vous avez The Ring, vous avez Darkwater, vous avez Kuroneko, que je citais plus tôt. Kuroneko, oui, c'est bien ça comme ça qu'il s'appelle. The Grudge, là, c'est des films que j'avais envie de vous citer sur justement la manière dont le thème des féminicides est utilisé justement pour créer un fantôme. Parce qu'encore une fois, même si je vous disais que les menaces tangibles masculines, elles s'inspirent des violences de la vraie vie et donc des violences subies par les femmes pour créer des personnages de tueurs masculins, ben en fait, les fantômes aussi souvent existent parce que ils s'inspirent des violences subies par les femmes dans la vie et donc des violences la plupart du temps du coup perpétrées par les hommes. Et donc ça se voit notamment, je trouve, dans le cinéma japonais avec des personnages de Yurei ou même de Onryo, je crois que ça s'appelle. Donc c'est des types de yokai. Alors c'est le compte Twitter, la librairie yokai, qui était venu expliquer tout ça très bien dans le podcast que j'avais enregistré sur The Ring, qui expliquait qu'en fait, il existe les yokai, les esprits japonais, donc vous avez sûrement entendu parler, les Totoro et compagnie, qui est un peu tous les esprits japonais bienfaiteurs ou malfaiteurs qui peuvent exister. Il existe une catégorie au-dessus qui s'appelle les Yurei, qui sont des fantômes plus ou moins vengeurs, en tout cas des fantômes malfaisants, mauvais, et tout. J'espère que je vous dis pas trop de conneries, il faudrait les vérifier. Et encore au-dessus, il y a les Onryo, qui sont vraiment des spectres uniquement mus par la fureur, qui ont vécu énormément de violence de leur vivant, et qui sont là pour tuer, en fait, tout simplement, et qui sont vraiment une expression de colère et de fureur et de vengeance pure. Et donc ça, les Onryo, du coup, c'est ce qu'on voit dans The Grudge et c'est ce qu'on voit dans Ring, et c'est ce qu'on voit aussi dans Kuroneko. Et dans The Grudge, vous avez
le fantôme, du coup, j'ai oublié son nom, mais qui, du coup, est mu avec son petit garçon, qui est aussi un fantôme, mais du coup, c'est une histoire de féminicide qu'il y a derrière, de violence conjugale. Dans The Ring, merde, tu vas oublier son nom. Merde. Sadako, évidemment, elle aussi a vécu beaucoup de violence de la part des hommes de son vivant qui ont maltraité sa mère, qui ne l'ont pas cru, qui se sont moqués d'elle, qui l'ont ostracisée. Aussi parce que voilà, elle était considérée comme sorcière, parce que femme, parce que plein de choses. Et dans Kuroneko, pour le coup, comme souvent malheureusement dans ces films, c'est des femmes qui ont du coup ont été victimes de leur vivant, aussi bien de viols que du coup de meurtres de la part d'hommes qui les ont agressées, violées et assassinées. Et du coup, ça a créé derrière des fantômes vengeurs qui cherchent à se venger spécialement d'hommes, alors pas que, mais beaucoup. C'est spécialement le cas dans Kuroneko où vraiment les deux spectres qu'on suit, du coup, parce qu'on est de leur point de vue, font vœu, c'est un mère et une mère et une fille font vœu de tuer tous les samouraïs qu'elles verront. Donc elles les séduisent, elles les amènent dans leur maison et ensuite elles les tuent. Où là, du coup, la figure du fantôme est aussi créée quelque part en négatif par rapport à la figure du tueur, parce que le fantôme, en fait, féminin, est souvent victime de violences sexistes ou sexuelles. Pas que sexuelles, hein, mais parfois sexistes, juste encore une fois, sur des questions de féminicide, d'appropriation de la garde d'enfants, encore une fois, ça va jouer sur le statut de mère ou autre. Et donc, voilà, c'est ça que je voulais vous dire sur la nature des fantômes féminins, qui en fait sont souvent une expression aussi de peine, de douleur par rapport à des violences qui sont commises en fait par ce qui, de l'autre côté, constitue en fait les violences masculines. C'est voilà, les hommes sont des tueurs, ils tuent les femmes qui deviennent des fantômes, qui tuent les hommes qui deviennent des femmes, enfin des tueurs pardon, pas qui deviennent des femmes, qui deviennent des tueurs, qui tuent des femmes, et c'est une sorte de cercle vicieux qui est construit par les représentations en fait du cinéma. C'est ça que j'avais envie de vous dire. Toshio qui parle en miaulant, c'est hyper flippant, c'est vrai, my face. C'est vrai que Kayako dans The Grudge, effectivement, merci Tysider. Kayako et Toshio, voilà, merci Chloé. C'est ça leur nom dans The Grudge. Quelque part, c'est amusant qu'il y ait cette espèce de reconnaissance de l'injustice de ce que vivent les femmes qui justifie qu'elles réclament vengeance. Mais ce que je trouve hyper intéressant, Illunaire, dans ce que tu dis, dans ça, c'est un peu ce que je disais plus tôt, c'est qu'en fait, le cinéma représente, alors certes, parfois de manière métaphorique, mais il faut pas être brillant pour déceler ces métaphores-là, représente des choses que la société refuse d'admettre. Encore moins les politiques, encore moins la justice, etc. C'est des choses que le cinéma crie depuis toujours, et du cinéma qui est fait par des hommes, encore une fois. Et pourtant, on va encore nous traiter de casseuses d'ambiance en soirée, quand on essaye justement d'avancer les questions de féminicide et de gravité de l'importance des violences sexistes et sexuelles dans notre société. Mais bref. Un film génial avec une femme qui devient une légende urbaine ou un fantôme, c'est Candyman. Effectivement, c'est très bien Candyman. Encore une fois, ça fait des victimes féminines définies par ce qu'elles ont vécu, qui créent leur identité surnaturelle, alors que les victimes masculines sont définies par ce qu'elles en font, à savoir leur violence dans la vraie vie. Mais oui, absolument, c'est tout à fait ça. Écoute, voilà, tu as résumé mes 1h30 de stream en 3 lignes. C'est absolument ça. Bravo. Voilà en gros ce que j'avais envie de vous dire sur cette réflexion. Est-ce que vous avez encore des questions, des envies de... Alors, des questions ou tout simplement des choses que vous avez envie de dire vous, des réflexions particulières sur ça? Qu'est-ce qu'il y a, Madouk? Pourquoi tu râles? Pourquoi tu dis ah bah super? Exprimez-vous les amis. Sinon, on peut aussi s'arrêter là. Hein. Ça m'a juste donné envie de voir 40 films là au secours. Et bah écoute Yoko, c'est très bien, hein, il faut que ça serve à ça aussi, tout simplement. Rien à voir, même si le sujet est passionnant, Vermine est enfin disponible en VOD. J'ai très envie de le voir, mais problème, je suis arachnophobe. Des conseils pour que je kiffe sans faire de tachycardie. Bonne question d'Elirium Bear, en fait, le problème c'est que... Enfin, moi je suis vraiment pas du tout arachnophobe. Et du coup, en fait, j'ai beaucoup de mal à comprendre ce qui va faire peur, en fait, dans le film à quelqu'un d'arachnophobe. Si c'est la seule présence d'araignée, si le simple fait de voir une araignée te fait peur, ne vois pas le film. Là, j'aurais pas de meilleure solution à te donner. Sinon, demande à quelqu'un d'autre d'arachnophobe. Du coup, effectivement, si dans le chat vous avez des arachnophobes qui ont vu le film, éventuellement auraient des petits tips à donner. Ah, bah voilà, Kaminski, du coup, qui dit qu'il est arachnophobe et qu'il a adoré. Donc, comme quoi c'est possible. Mais avec plaisir, Madouk.
Et bah écoutez, voilà, je suis ravie d'avoir pu mener cette conversation avec vous. Encore une fois, c'est quelque chose un thème sûrement que je réexploiterai, je sais pas sous quelle forme, mais je pense que c'est vraiment une sorte de work in progress, un peu cette réflexion. Je pense qu'il y a encore plein d'autres choses à dire, plein d'autres choses à développer, plein d'autres choses à enrichir. Vous m'avez déjà aidé avec les questions que vous avez posées et tout, donc je pense que voilà, ça ressortira à un moment donné. Je ne sais pas sous quelle forme. Est-ce que ce sera un bouquin? Est-ce que ce sera une vidéo YouTube normale, entre guillemets, ou quoi? Je ne sais pas. Mais j'espère en faire davantage. Merci à vous. Écoutez, puisqu'on est là, est-ce que je vous enverrai pas chez quelqu'un? Parce que je vois il y a Haute Culture YouTube et il y a Dits qui font chacun un stream. Ils ont à peu près le même nombre de personnes. Mais non, merci à vous. Ça vous dit que je vous envoie chez Dits parce qu'elle a fait un petit raid chez moi hier soir et c'était très sympa que ces raiders ils viennent voir mon stream sur Tomb Raider, donc je vais vous envoyer chez elle. Elle fait que des choses très cool. Ou si un jour on fait un podcast d'Avric, pardon, sur écran large, ouais, si jamais on fait un podcast. Mais alors ça m'étonnerait beaucoup que le reste de la rédac veuille qu'on fasse un épisode là-dessus. Mais bon, on sait jamais. Mais merci à vous, merci MyFace. Franchement, ça m'a fait vraiment plaisir que vous soyez un certain nombre à suivre. Ok Spooky, pas de soucis. Ça m'a fait plaisir que vous soyez un certain nombre à suivre ce sujet, ce stream, parce que du coup c'est pas du jeu, mais en même temps c'est des choses que j'adore faire aussi. Et voilà, c'est une question qui est importante pour moi, que je trouve vraiment importante aussi à l'échelle du cinéma d'horreur en général. Et je trouve que que c'est intéressant de mener ce genre de réflexion. Donc merci d'avoir été là, merci d'avoir suivi, d'avoir participé. C'était très cool que vous soyez là. Bref. Donc, encore une fois, merci. Et je vous envoie faire un petit tour chez Dits. Parce qu'elle le mérite bien. Faites-lui un coup de ma part. Je vais rester un peu, mais pas trop, parce que j'ai faim. Merci beaucoup. Gros bisous. Est-ce que ça a marché? Ça a marché. Oh, ça part. Ça va partir. Attention. Yes. Allez, bisous tout le monde.